Cette édition du dimanche 14 novembre 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Succession a tout dit, même s'il dirige encore le Cameroun, la succession de Paul Biya est constamment questionnée dans la presse, ceci à la faveur des batailles parfois observées au sein du sérail. Il faut dire qu'après 39 ans de pouvoir sans partage, l'usure a ouvert la voie à une guerre de tranchées dans l'optique de déterminer les profils et forces en présence. On parlera également de l'affaire Lazare-Ato, l'homme qui a géré le patrimoine des ex-ONPC, ex-ONCPB et Régis Fercam. Il a été suspendu de signature le 5 novembre dernier par le Consulpé, suspension à titre conservatoire et quelques jours plus tard, la contre-attaque du cabinet Ato a été déposée devant le tribunal administratif du littoral et depuis le début du mois de novembre, les informations relayées sur les réseaux sociaux font état de ressortissants camerounais arrêtés et enfermés au complexe multisport de Malabo en Guinée équatoriale. Si le gouvernement de la Guinée équatoriale a émis un communiqué officiel expliquant pourquoi ils exigent la régularisation de la situation des étrangers, il n'en demeure pas moins que les images qui ont circulé ont choqué plus d'un. Et pour sortir de cette émission, on reparlera de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec l'explosion à l'université de Boya et l'assassinat de la petite Brandi à Bamenda. On parle de tous ces sujets avec le professeur Kouvondor du Parti Univers. Bonjour professeur et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous font l'amitié de nous regarder en ce dimanche, jour du Seigneur pour les chrétiens. Merci de m'avoir invité. Il faut dire que ça fait un bon bout que mon visage n'est pas apparu sur vos plateaux. C'est donc avec beaucoup de bonheur que j'ai reçu votre invitation et je me suis investi à être présent, faisant un peu violence à un agenda qui était déjà suffisamment chargé. Vous pouvez de rassurer, tout le plaisir est pour moi. J'espère simplement que les débats que nous aurons permettront d'éclairer ceux qui prennent de leur temps pour nous écouter. Une fois de plus, merci. Merci, professeur. Alors, avec vous, j'aimerais qu'on analyse les forces en présence à un mois de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Qui, selon vous, mériterait de gagner cette élection au soir du 11 décembre? Alors, vous me piégez un peu là parce que vous vous souvenez que lorsque vous m'invitiez, je vous rappelais que j'étais un acteur majeur dans cette affaire et que mes prises de parole sur ce sujet peut faire basculer les choses d'un côté comme de l'autre, surtout en ce qui me concerne. J'essaierai donc de rester à un certain niveau de neutralité dans cette prise de parole pour dire qu'il y a des candidats déclarés, mais en ce moment, au moment où nous parlons, aucune candidature, de ce que je sais, n'a pas encore été enregistrée. Il y a une date butoir pour le dépôt des candidatures et nous attendons. Il faut bien dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a déclaré sa candidature qu'il sera forcément candidat. Ils sont donc des candidats à la candidature. Je souhaite que vous me posiez la même question lorsque les candidatures seront déclarées. Mais il faut quand même dire que les choses ont beaucoup évolué à la Fédération camerounaise de football, au moins en ce qui concerne les candidatures. Vous savez que le plus dur par le passé était de constituer une liste parce qu'il y avait des verrous de part et d'autre. Désormais, il n'est plus question de liste. Il s'agit désormais pour chaque candidat à un poste au niveau du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football d'aller soi-même chercher sa fortune, c'est-à-dire chercher à accéder à un poste au niveau du comité exécutif. Ça veut donc dire qu'on n'est plus lié. Il n'est plus essentiellement question de clan, c'est en quelque sorte désormais chacun pour soi et Dieu pour ceux qui y croient, Dieu pour tous. Il y a justement deux personnes qui ont annoncé également leur intention d'être candidats à la FECAFOOT, deux, on va dire candidatures, même si vous avez dit que les candidatures n'ont pas encore été enregistrées, qui font bouger les lignes sur les réseaux sociaux. Je parle notamment de la candidature de Samuel Eto'o et même de la candidature de Seydou Bobo Dioyer. Vous voulez à tout prix me tirer les verres du nez.
chacune des candidatures, pour ne parler que de celles qui sont le plus en vue en termes de candidat à la candidature. Oui. Eh bien, ces deux personnes que vous venez de citer là. Il faut dire que chacun a ses faiblesses, chacun a également ses forces. Lesquelles, professeur? Ce que nous voulons, parce que chacun y va avec un intérêt. Oui. Nous qui sommes présidents de clubs dits professionnels, clubs d'élite, nous attendons, nous avons nos exigences et nous attendons que les candidats nous fassent tenir le par rapport à ce que nous recherchons. S'il fallait faire un bilan du temps passé par Seydou Mbombo Djoya déjà à la FECAFOOT, parce qu'il était le président. Ah, c'est vous qui dites qu'il était le président. Bon, enfin, non. De toute façon, il a quand même géré un certain nombre s'il fallait établir un bilan. Mais je ne sais pas si... en tant que président de club. De faire un bilan pour quelqu'un qui a passé tout son temps assis, pas très confortablement, sur une chaise avec des procès à gauche, des procès à droite, s'interrogeant beaucoup plus sur son devenir, sur ce siège de la Fédération camerounaise de football, que de s'investir effectivement dans les missions qui sont dévolues à un président de la Fédération camerounaise de football. Je ne pense pas qu'il s'agit ici de parler de bilan. Je crois que les... En d'autres termes, il n'a pas fait grand-chose parce qu'on ne lui a pas laissé le temps de le faire à cause des procès ci et là. C'est vous qui dites qu'il n'a pas fait grand-chose. Il a fait ce qu'il avait à faire durant le temps qu'il a passé là-bas. Son élection a été annulée et une décision de justice lui a permis de continuer à gérer les affaires courantes. Pour le moment, s'il n'est pas élu au prochain scrutin, son visage ne sera jamais inscrit sur le tableau des présidents de la Fédération camerounaise de football. Ceci dit, chacun a sa fortune et je vous dis, je suis un acteur dans cette affaire et par rapport à moi-même, au moins au moment où les choses brûlent, je me dois de garder un peu de réserve. C'est donc pour cela que... Une dernière petite question. Vous avez parlé de force et de faiblesse. On a également, si vous avez dit un mot sur Seydou Mbombo Djoya, vous ne m'en voudrez pas de vous interroger également sur Samuel Eto'o Fils, vu que ce sont les deux candidatures qui font bouger les lignes sur les réseaux sociaux en ce moment. Si vous voulez que je vous donne dans mon sentiment personnel, vous avez réussi à me tirer ces vers que je voulais garder par devant moi et à l'intérieur de moi, c'est que vous avez quand même quelqu'un qu'on appelle Samuel Eto'o Fils. Je ne sais pas s'il est un ange, je ne sais pas s'il est un diable, mais il a au moins le mérite de ce qu'il est au-dessus d'un certain nombre de choses qui font souvent courir les gens à la Fédération camerounaise de football. De ce point de vue, on peut être rassuré en se disant qu'il ne viendra pas pour ces choses-là. Mais est-ce que le fait d'avoir été un bon footballeur sur le terrain, est-ce que c'est parce qu'on a de bonnes jambes qu'on a forcément une bonne tête? Ça, je n'en sais rien. Je crois qu'il va falloir juger le maçon au pied du mur. Mais je me réjouis déjà de ce qu'un jeune comme lui ait le courage de dire « j'ai aussi ma place, j'ai fini ma carrière de footballeur, eh bien je peux aspirer à autre chose ». Ces attitudes que nous attendons de cette jeunesse, il ne vient pas quémander, il vient en conquérant. Et je suis pour cette jeunesse qui va à la conquête, cette jeunesse conquérante. Merci, professeur. En gros, Seydou Mbombo Djoya, son mandat, enfin, le temps qu'il a passé à la FECAFOOT, il n'a pas eu le temps de faire ses preuves, acculé ci et là par les procès. Samuel Eto'o Fils, l'avantage premier qu'il a, c'est qu'il ne va pas à la FECAFOOT pour l'argent. Face à vous, Christian Massova du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Leïla, c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être sur votre plateau. Je m'excuse pour le léger retard, mais bon, c'est des impondérables liés à la circulation à Douala. D'accord. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Oui, sans hésiter, je parlerai du drame de plus de Bamenda et avec cette nouvelle bavure qui malheureusement a coûté la vie à cette jeune fille qui sortait de l'école ou qui allait à l'école. Oui. Et je pense que nous le disons et nous ne cesserons jamais de le dire. Nous n'allons pas continuer à accepter qu'il y ait autant de victimes collatérales dans une guerre qui n'a pas lieu d'être et qui peut trouver des solutions sur le champ politique avec des acteurs majeurs. Donc je suis
au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun, très ému par ce qui s'est passé, à la suite de ce qui s'est passé déjà à Boya il y a quelque temps. Et on voit nos enfants qui devraient rentrer normalement sur le chemin de l'école. L'école tant vantée, le retour à l'école tant vanté par le gouvernement. On se rend compte que ce retour est extrêmement sinueux pour ces enfants aujourd'hui et que ça peut être un chemin de non-retour. Merci Christian Massoma d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, Georges Gilbert Barola, président du Parti républicain. Bonjour, monsieur Barola. Bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Merci d'être avec nous ce dimanche. Oui, disons que je suis tout de suite. Déjà, je me dis l'émission d'aujourd'hui va essayer de faire une grande traçabilité. Peut-être qu'il va manquer du temps, mais c'est un début. Moi, j'appelle ça première partie. En première partie, donc ça veut dire que les thèmes, si à mon attente. D'accord. Vous avez une question à me poser? Bien sûr. Alors, il y a cette photo-là, regardez l'écran, il y a cette photo-là qui a circulé cette semaine également sur les réseaux sociaux. J'aimerais qu'on la commente avec vous, Georges Gilbert Barola. Première question, quand est-ce qu'elle a été prise, cette photo? Je veux tout de suite vous dire que c'est une photo vieillissante. Ah, une vieille photo. C'est une vieille photo vieillissante. Le dernier Ngouane. Et je suis investi traditionnellement dans le nom et dans la chefferie par le très honoré de fin roi, consécutivement par sa cour. Je suis Ndji, donc ça ne souffre d'aucune contestation. Et mon apport n'est pas aujourd'hui... c'est pas la première fois que je puisse être autour de la manifestation culturelle longouane. Et j'estime qu'en devoir citoyen, pour un parent qui a été aux affaires, paix à son âme, je dis encore le très honoré roi Mbongonjoya, il est question ici de revêtir les emblèmes de la société secrète. Et à cet investissement, une certaine numérique légendaire que je vais appeler la notoriété de la jeunesse. Nous sommes bantous. Il faut respecter la notoriété. D'accord. Georges Gilbert Barola, vous le dites, cette photo a été prise lors du dernier Ngouane. Comment est-ce qu'il faut analyser le fait qu'elle n'apparaisse que maintenant sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire quelques jours seulement après le passage de Franck Biya à Fumban? Lui également, il a été vu avec le sultan. Mais si vous dites que cette photo est vieille, ça veut dire qu'elle date de l'époque où le sultan actuel n'avait pas encore été intronisé. Mais comment est-ce qu'il faut analyser le fait que ce n'est que maintenant qu'elle apparaisse? Elle a apparu parce que j'ai une cellule de communication vivante. Qui essaie de manipuler l'opinion? Non, pas du tout. D'accord. Je veux m'investir dessus. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'est de clairer l'opinion. Vous, avant que je ne sois dans votre studio, vous n'avez pas su si. Beaucoup de Camerounais ne savent pas que je suis intronisé comme un conseil ou bien un adepte de la notoriété Bamoun. Alors, il est question ici de revêtir les emblèmes d'une famille de notoriété. Le président de la République présente respectivement la notoriété étatique. Et dans cela, respecte une certaine nomenclature. C'est-à-dire, fait parvenir une correspondance adressée à la famille royale qui a une proximité politique, administrative, conséquemment liée à la culture. Dans certains médias qui ont bien voulu définir ma présence, j'étais aux obsèques officielles pour dire au revoir à mon père, à notre chef, à notre roi. L'opportunité de visite privée n'est pas défendue. Mais quand ça fait de l'arrogance pour essayer de mettre en mal la culture bantou et de notoriété bamoun en tant que sujet et d'une famille, je ne vais pas précisément le laisser parce que nous avons le Nongi
qui est chef de l'État, président de la République. Celui dont vous parlez également conseiller du chef de l'État. Non, je dis Nomgui, le chef de l'État lui-même. Oui. Je parle du chef de l'État. Alors, pour le respect de ce collège dont je veux me définir ici, et je vous rappelle que je ne suis pas seulement reconnu et investi ou intronisé seulement dans le contexte de la Royalty Bamoun, pas du tout. Même à l'ouest. Alors, comme ça fait beaucoup de tam-tam et la jeunesse numérique veut courir avant le temps, je me suis posé la question. Est-ce que la nécessité et la représentativité qui a été faite par le Nomgui, chef traditionnel, président de la République et exécutif, de surcroît, s'il vous plaît. Oui, oui. D'accord? En fait, c'est un débat. Non, oui, voilà, d'accord. Donc, voilà, justement, de surcroît, oui, d'accord. De surcroît, un sujet intronisé et chef d'une notoriété autre que ça, culturelle, je dis non. Alors, la visite de M. Franck Biya était-elle politique? C'était la continuité acerbe d'aller assister cette famille endeuillée. Il en a le droit. Mais il faut mettre les choses au clair. Alors, si cette photo, vous l'avez vue, si c'est la photo donc, avant qu'il ne soit là, il est mon fils. Parce que moi, je suis dans la cour. Et je parle sous le serment de la charte Bamoun. D'accord? Il n'est pas question ici de ne pas, c'est-à-dire réveiller l'histoire. Parce que les gens aiment tricher. Et cette photo, c'était pour dire, avant qu'il ne soit investi roi, il est passé par notre collège. Ah, vous le connaissiez déjà, d'accord. D'accord? Et cela, nous lui devons ce respect en tant que roi aujourd'hui. Et qu'il n'y ait pas une interprétation extérieure pour dire, c'est le président de la République qui a envoyé M. Franck Biya. C'est le cabinet civil. On a quand même vu le cortège. Non, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas mes cortèges, vous voyez les cortèges des autres. Vous voyez les cortèges des autres, vous pensez que moi aussi, je n'ai pas le cortège des cortèges. Et je n'ai pas besoin de m'investir dessus. Est-ce que vous savez que tout membre de la famille présidentielle doit une sécurité de proximité? Et qui est géré officiellement, le cahier de charge le permet. Je crois que le professeur qui est très proche de moi ne va pas me dire le contraire. Ou bien les autres intervenants. Donc, ça ne souffre d'aucune... Ne croyez pas que quand quelque chose se passe, on ne respecte pas la loi. Bon, ceux qui se sont investis derrière pour dire, c'est la succession. Moi, je dis, je serai le troisième président de la République parce que je suis investi comme président d'un parti politique. Alors, est-ce que c'était un mouvement social ou bien le leader d'un mouvement politique qui était à Fumban, dont on veut faire croire à travers vos médias, pas les réseaux sociaux, vos médias, vous, qu'il est arrivé là-bas parce que papa l'a envoyé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Papa sait comment est-ce que poser son acte et on respecte une certaine structuration. Donc cette photo, c'est pour dire le roi actuel. Vous le connaissiez avant qu'il ne soit roi? Non, il est mon fils. D'accord. Je le dis d'abord. Maintenant, il est roi, je me plie. D'accord? Et pour me plier, il demeure mon fils. D'accord. Franck Biya a rencontré le roi actuel, mais avant que Franck Biya ne rencontre le roi actuel, avant que le roi ne soit roi, Georges Gilbert Baola le connaissait déjà. Merci, M. Baola. Non, vous me coupez. Je vivais avec et je ne peux pas venir... Vous viviez avec, d'accord. Je peux pas venir ici, mettre tous les us de la notoriété culturelle ici. Je voulais dire simplement que il faut régler l'heure là, il faut. Merci Georges Gilbert Baola d'être avec nous ce dimanche. Voilà. Face à vous, Yves Abama, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Leila, bonjour aux copanélistes, bonjour aux millions de militants encartés du RDPC. Nous sommes heureux, et il faut toujours rappeler ça, les millions de militants encartés du RDPC, nous sommes heureux de représenter ce grand parti sur votre plateau une fois de plus ce matin. Justement, j'aimerais avec vous qu'on analyse la visite de Franck Biya à Fumban, puisqu'on en parlait déjà avec Georges Gilbert Baola. Oui. Quel sens il faut donner à cette visite? Bon, quel sens il faut donner à cette visite? La presse a noté justement l'important cortège. Oui, la presse est libre de noter ce qu'elle veut. Il y a eu un important cortège, il y a eu ci, il y a eu ça. La presse est libre de relever ce qu'elle veut. Et Georges Gilbert Baola interrogé, était-ce une visite officielle? Quel type de visite? Voilà. Je fais remarquer quand même qu'en République,
il n'est pas interdit qu'un fils du pays rende visite à un autre fils du pays. Donc, ce n'est pas interdit. Donc, est-ce que la visite était officielle? Est-ce que c'était une visite de courtoisie? Est-ce que, n'étant pas dans les secrets de Dieu, nous ne pouvons pas répondre? Mais vous savez que l'État du Cameroun a ses canevas. Il y a des couloirs à travers lesquels un certain nombre de choses se passent. Et puis, quand c'est officiel, c'est dit. Donc, quand il faut faire un certain nombre de comptes rendus pour clarifier un certain nombre de choses, on le fait. Nous autres qui regardons la scène à distance, nous prenons ça comme une rencontre entre deux enfants du pays, une rencontre entre deux vaillants Camerounais. Et pour le reste, vous êtes libre de faire les commentaires que vous voulez. Je sais bien que la presse aime ce genre de choses parce que quand la visite a été faite et surtout largement diffusée, certains y ont vu des manœuvres de succession. On nous a dit, non, on est en train de préparer tel, on est en train de faire ci ou ça. On ne peut pas vous empêcher de supputer, on ne peut pas vous empêcher de le faire, mais on ne va pas aller plus loin que la musique. On ne va pas dire des choses qui juste pour vous plaire. D'accord. Vous voulez dire quelque chose sur la visite, Christophe? Oui, je voudrais quand même dire qu'on ne va pas non plus nous empêcher de lire entre les lignes ou alors d'analyser la situation en fonction du contexte politique actuel. La visite de Franck Biya à Foumban peut en elle-même se comprendre sous le joug, comme il le disait, de la République et de la visite d'un enfant de la République. Mais sauf que nous sommes dans un pays où on sait comment les choses se passent. On connaît les us et coutumes de ce pays. Laissez-moi m'exprimer, je vous ai pas coupé, monsieur Abama. Si vous voulez que nous passions... Je n'ai même pas parlé une minute, vous avez repris ma parole. Je n'ai pas repris votre parole, c'est Leila qui m'a passé la parole. Donc, vous êtes modérateur. Je n'ai pas fini. Mais vous vous êtes exprimé. 5 minutes. Madame Gazeux. Je vous en prie, oui, à peine je prends la parole, il la reprend. Parce que je voulais rebondir sur Madame, ses propos. Non, justement. Je voulais rebondir sur ses propos. Vous aurez l'occasion de rebondir sur ses propos. Si vous voulez que chaque fois je vous interrompe dans ce débat, on ne va pas. Mais je pense que nous serons... Je ne vous ai pas interrompu. C'est Madame Gazeux qui m'a passé la parole. Donc, je suis en train de dire que lorsque Franck Biya se déplace à Foumban avec des symboles de la République aussi forts, on a parlé du cortège tout à l'heure. Je voudrais bien qu'il soit encadré par la loi au niveau de sa sécurité personnelle en tant que fils de président, mais on ne peut pas nous empêcher de lire derrière ce déplacement une symbolique folie politique qui, dans le contexte camerounais, a une signification autre que la simple visite de courtoisie. Donc on ne peut pas nous empêcher d'avoir ce prisme de lecture. Nous pensons que la royauté Bamoun au Cameroun, tout le monde sait ce qu'elle a toujours représenté dans le microcosme politique. Que ce soit par le passé à travers un certain nombre de négociations, accords, adoubements et je ne sais pas tout ce qui s'y passe. Donc on sait qu'aller rendre visite et de surcroît le 6 novembre, le jour de l'accession de son père à la magistrature suprême. Donc, que ça plaise ou non, les Camerounais ont le droit de s'interroger sur la symbolique de cette visite, ce 6 novembre en particulier. Peut-être que s'il était parti un autre jour, ça n'aurait pas attiré autant d'attention de la part de l'opinion publique. Mais nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Donc nous avons le droit légitimement de nous interroger sur une telle symbolique et sur le déploiement des moyens de l'État par rapport à une telle visite qui avait toute une connotation officielle. Allez-y, voilà, je remarque que l'homme du 6 novembre a beaucoup de sympathisants dans l'opposition. Hein, et c'est bien. C'est bien, ça montre que c'est quelqu'un qui a profondément marqué tous les Camerounais. J'ai dit, je voulais faire une halte sur les propos du représentant du MSC, sa première prise de parole, et je remarque que vous l'avez interrogé. Quel est le sujet qu'il a marqué cette semaine? Il vous a dit Bamenda, les tueries et Bouya. Et immédiatement, il est allé avec les politiciens qu'il faut mettre autour de la table, il faut faire ci ou ça. Je remarque que dans ce pays, les opposants, par rapport à cette guerre, ne viennent sur les plateaux que quand ça saigne. Ils ne viennent sur les plateaux que lorsque l'armée est en difficulté, lorsque l'armée commet une bavure. Je fais remarquer que lorsque les terroristes tuent, lorsque les terroristes posent des bombes, on ne les voit pas. Ils n'appellent pas au dialogue, ils disent rien à ces gens-là. Et ils viennent sur les plateaux chercher à exister uniquement quand il y a des bavures. C'est regrettable. Il faut que une certaine opposition au Cameroun arrête de se comporter comme une caution morale des sécessionnistes. Monsieur Abama, lorsque le convoi du Premier ministre a été attaqué officiellement, nous avons fait une sortie pour condamner ces attaques. Et chaque fois que nous perdons des soldats de l'armée camerounaise, nous faisons des sorties politiques. Vous êtes sorti quand pour condamner ce qui s'est passé à l'université de Bouya?
Ouais, vous êtes sorti quand pour condamner l'attentat qui a eu dans un lycée à Buea? Vous êtes sorti quand? Si on peut, je voulais mais soyons sérieux. Avant que le professeur ne prenne la parole, je voulais simplement que... Oui, on va passer au premier sujet. Oui, je voulais passer simplement. D'abord, ce n'était pas une escorte officielle, parce que je connais le dispositif. Ça n'a rien à voir. Moi, je me suis déplacé avec toute une armée, avec les plus grands officiers pour aller dans le Nozo. Ça n'avait rien à voir avec une escorte officielle. D'accord? On appelle ça des appuis de défense et de sécurité. Et là, maintenant, en ce qui concerne ce qui se passait à Foumban, nous, on a refusé de sortir une communication autour. Parce que ce qui s'est passé, moi, j'ai fait ça 3 fois. Ça veut dire qu'on a détaché tout un régiment pour moi. Mais je n'ai jamais accepté qu'on passe ça dans les télévisions. Parce que c'était une visite privée, dans le cadre d'une manifestation. C'est parce que les gens dupliquent les idées et veulent faire croire aux gens un certain nombre de choses. Et ça fait que ceux qui sont en face peuvent interpréter comme ils pensent. Ça, c'est réel. Et c'est pour ça que j'ai soulevé ici que la famille présidentielle a des droits sur le plan sécuritaire. Même quand vous voulez construire votre maison, on vous indique, on vous dit, voilà, et voici, on parsème. Et il y a ce qu'on appelle une section logistique sécuritaire qui existe dans l'armée, dans tous les corps, dans toutes les sociétés. Donc c'est simple. L'histoire de faire des fixations. Ces jeunes hommes que vous avez vus avec des cravates et des cravates rouges avec des costumes sont des mouvements, je crois, de Francky Billard, je ne sais pas, Francky, je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas l'armée, il n'y avait pas la direction du protocole, il n'y avait pas, par exemple, l'armée de pointe de tir, il n'y avait pas l'armée de pointe sécuritaire de premier ordre, vous comprenez. Et le directeur du cabinet civil n'a pas fait une sortie officielle pour dire, voilà, le fils du chef d'État va là-bas pour l'intérêt public et il est représenté où il va pour les obsèques. Donc, tant que les émoluments officiels ne sont pas engagés, tant que l'administration, c'est-à-dire protocolaire, n'est pas engagée, l'action privée n'engage que ceux qui posent des actes. Mais il y a la symbolique de l'acte, M. Baola. Donc c'est clair. Je veux juste préciser, avant de lancer le premier sujet, je veux juste préciser que vous avez noté que les jeunes qui étaient autour de Franck Biya étaient les jeunes du mouvement franquiste. En d'autres termes, si on s'en tient à ce que vous dites, Franck Biya a effectivement donné son aval. C'est ce qu'on voit. Alors, je ne dis pas que c'était ceux qui se déclarent être du mouvement. Merci Georges Gilbert. Voilà. Alors si jusqu'à présent le chef de l'État est parvenu à imposer le blackout sur sa succession, il n'en demeure pas moins que la question est dans plusieurs esprits. D'ailleurs, elle semble désormais conditionner les stratégies politiques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de sa formation politique, le RDPC. On repart avec vous, Georges Gilbert Baola, parlant de la succession au sommet de l'État. J'aimerais avec vous qu'on analyse les forces en présence. Vous allez peut-être me dire que ce n'est pas le moment, que le chef de l'État est encore en place, mais il n'en demeure pas moins que la succession, que l'après-Paul Biya va bel et bien exister au Cameroun. Quelles sont les forces en présence aujourd'hui? Sur le plan politique. Effectivement. L'arène politique, pour moi, aujourd'hui, le parti au pouvoir occupe la scène. Modestement, je veux le dire. Moi, je suis président du Parti républicain. Oui. Je n'impulse pas. Mais je dis, il faut être regardant, il faut être froid. Parce que quand on parle de politique, on a l'impression que c'est le RDPC qui a envahi toute la nature politique. Parce que quand vous voyez comment les comportements de certains leaders politiques qui se noient et pensent que si Paul Biya, à travers ou bien sa politique du renouveau n'est pas en place, le Cameroun sera sauvé. Peut-être c'est un bateau qui est en train de prendre de l'eau. Je dis non. L'après Paul Biya, c'est la succession réelle, préparée par les institutions. On passera par les urnes. Ça ne souffre d'aucune contestation. Quelqu'un n'est pas héritier. Quand je dis je suis héritier politique, ça veut dire que c'est mon icône politique. Et je sais qu'au plébiscite, je dois aller aux urnes. Donc que les gens cessent de penser qu'il y a un baron là qui va être là-dedans. Si je me sens capable, que je prenne le maillot. Ceux qui sont dans certains mouvements politiques, sont obligés aussi de prendre des maillots comme le MLC et tout le reste. Donc, qu'on quitte le débat que j'appelle infertile. Justement, regardez la photo qui apparaît à l'écran. Il y a justement des noms qui reviennent sans cesse. J'aimerais avoir votre analyse autour de ces noms, la récurrence de leur prononciation dans la sphère politique. Le SGPR, Franck Biya, est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans les couloirs? Je vais vous dire quelque chose, que la presse cesse de manipuler l'opinion. Vraiment de grâce.
que la presse cesse de manipuler l'opinion. Il est secrétaire général, ministre d'État aujourd'hui. A-t-il été plébiscité pour représenter le RDPC? Nous attendons voir à la période. Le jeune petit frère, il n'a pas mon âge, le secrétaire général. Parce que j'ai une expérience politique qui me permet de dire des choses dans ce pays. Il ne faut pas prendre des jeunes et les lancer à la vindicte populaire. Est-ce que Franck Biya a une association politique? Est-ce qu'il est leader d'opinion? Vous avez dit tout à l'heure, vous avez laissé entendre tout à l'heure que... Mouvement Franquiste, c'est une association qui peut être culturelle, qui peut être une association de volontariat. C'est quoi cette histoire où les gens animent? Est-ce que le ministre d'État, sauf que le mouvement dit... Le ministre d'État, Ngongo, dont on fait croire que c'est lui qui est le successeur, il est poussé par la première dame de l'histoire du quartier. Moi, je l'ai dit sur la table. Hein. Les gens disent, oui, vous savez, c'est les Nangas qui sont contre les Boulous. Il n'y a pas une guerre entre les Nangas et les Boulous. C'est faux. La première dame est la femme des Boulous. Mais elle est la femme, elle est notre femme. Elle est notre fille. Est-ce qu'on peut combattre son enfant? Mais je comprends, quel est même ce faux débat là? C'est notre fille. Si Paul Biya n'est pas là, elle n'ira nulle part, elle va rester chez nous. Hein? D'accord, laissez-moi parler. C'est un débat. Non, tout le temps, vous voulez me couper. Je suis en train de chuter. Vous allez parler seul. Non, ce n'est pas ça. Je voulais sucrer le papier un peu. Je chute. Vous dites ceci. La première dame est d'abord notre femme, notre fille. D'accord? Et elle va rester là-bas. D'accord? Donc maintenant, s'il y a un problème du ministre Ngongo, qui est un petit frère, hein, je le dis, s'il y a un parti politique, qu'il se présente. Si le RDP se veut le plébisciter comme représentant, qu'on nous dise que c'est Ngongo, ce sont des commentaires. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Je ne sais pas si la caméra peut montrer cette histoire. Ça, c'est une vieille carte consulaire. Vous savez de quel pays c'est? Non. La Centrafrique. Vous savez pourquoi je montre ça? Non. Parce que la presse manipule les gens. Je voulais dire bonjour à mon jeune fils, June Diaoui. Il faut qu'il arrête ça. Je suis l'ami de son père et je sais de quoi je parle. Les affaires de Sango doivent être des affaires de Sango. Qu'on arrête de manipuler l'opinion. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le Messager est devenu un porte-flambeau de commentateurs. Je précise que le Messager n'est pas le seul journal à en parler. Non, je veux dire, non, je veux le dire. Laissez-moi parler. J'ai dit ici que je vous ai dit que j'ai une carte consulaire délivrée en Centrafrique. Oui. Je sais à qui je m'adresse. Arrêtez ça. Je sais pourquoi. Je brandis la carte. La voici. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est Camerounais qui a eu avoir une carte consulaire là-bas. Je suis de la vieille trame d'après Bokassa. Ça veut dire que j'ai commencé beaucoup de choses là-bas sur le plan politique. Mais je dis simplement que la presse arrête. Ne lisez pas trop la presse, cherchez les bonnes informations. Alors, pour ça que certains pensent que la succession politique à Paul Biya au sommet de l'État va se jouer soit au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, soit dans l'entourage du chef de l'État. Comment est-ce que l'opposant que vous êtes le prend? Pourquoi vous voulez toujours étiqueter ceux qui viennent faire le jeu politique en termes d'opposants? Bon, j'accepte le thème. Comment est-ce que le professeur Kouvando le prend, si vous voulez? Oui, alors pour répondre à votre question, je dirais que vous semblez perdre de vue dans la présentation de votre question un élément hautement important, c'est-à-dire le peuple. Ce peuple que vous semblez négliger. Tout se passe comme si le Cameroun, et j'ai envie d'emprunter cette terminologie, les propriétaires du Cameroun, non. Ceux qui sont autour de Paul Biya, ceux qui sont de la famille de Paul Biya, il y en a d'ailleurs un qui est à ma droite, si on s'en tient à ce qu'il nous dit. Et il y a Paul Biya lui-même. Tout se passe comme si le Cameroun se limitait à ces personnes-là. Et on parle de succession à Paul Biya au lieu de parler de la République. Et moi, je pense que lorsqu'il s'agit de la République, il s'agit d'abord de poser sur la table la question des institutions. Maintenant, lorsqu'on a posé le débat sur les institutions, lorsqu'on a épuisé ce débat, on peut s'interroger sur les personnes appelées à incarner ces institutions à travers les mécanismes prévus pour accéder
au poste de pouvoir. Je trouve indécent qu'on nous parle ici de Ngongor comme si c'était une institution républicaine, de Franck Biya comme si c'était une institution républicaine, de Paul Biya comme si c'était une institution républicaine. Non, l'institution républicaine, c'est la présidence de la République et non Paul Biya, qui n'est qu'un individu qui passe. Je trouve donc cela indécent. Tout comme je trouve indécent, et cela frise de la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie, c'est ce que la raison n'explique pas. Que l'individu se lève et qu'il nous dise, alors que celui qu'on a élu est seulement à peine 3 ans de sa mandature, qu'on annonce déjà sa candidature en 2025. Mais c'est la sorcellerie. Vous avez voulu que ce monsieur ait un mandat de 7 ans. Dans d'autres termes, le ministre 3 ans après, fait de la sorcellerie. et c'est ce que j'ai envie de dire, et j'explique bien ce que j'entends par sorcellerie, ce que la raison n'explique pas. Et plus encore, venant de qui? De celui-là qui est déjà lui-même fatigué. Je parle de celui qui a émis le message en direction de celui qui est visiblement appelé à recevoir le message, qui lui aussi est fatigué. Parfois, je me demande qu'est-ce qui nous arrive dans ce pays. Et nous écoutons ce message, très peu réagissent, très peu s'en indignent. Bientôt, on nous dira qu'il sera même candidat en 2035. Oui, mais ce que j'ai envie de dire dans cette affaire, c'est que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Et nous sentons là la panique. Parce que tout ce qui se passe là, c'est la panique. Ils sont en train de paniquer. Qui va-t-on mettre pour remplacer le champion qui est en place? Parce qu'ils ne voient personne. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent tous. Ils savent dans leur système-là qu'ils sont tous pourris. Je dis pourris, je pèse mes mots. Et ce n'est pas le fils de l'autre qui est à ma droite qui me démentira. Ils sont donc embarrassés et ils possèdent donc par petits jets de sondage. C'est ce qui explique des images comme celles qu'on nous diffuse à travers les médias. La descente de Franck Biya chez le sultan, qui visiblement est la même génération que lui, un peu pour ces gens-là de nous dire, écoutez, nous sommes là, même si nous ne sommes plus là demain, nos enfants seront là. C'est donc cette lecture qu'on peut faire de ce rapprochement qu'il ne faut pas banaliser parce que c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Nous avons vu, avant 2018, on a commencé par des petits jets, appel à candidature. Et nous y sommes aujourd'hui, il est toujours là. Il est encore là. Et ça commence comme ça. Et je pense qu'il est grand temps qu'on arrête ce genre de jeu, que nous comprenons que nous sommes en République et qu'il est indécent de penser que les mêmes individus, les mêmes familles seront toujours au pouvoir dans ce pays. Alors, le sujet sur la succession de Paul Biya alimente de plus en plus la presse avec des soupçons de transmission du pouvoir par une stratégie de gré à gré. Votre président fut d'ailleurs l'un des premiers à en parler. Quels sont les faits aujourd'hui qui nourrissent ces soupçons? On venait de vous citer un certain nombre de mécanismes de la vie publique qui peuvent légitimement nous permettre d'avoir ces soupçons. Mais je voudrais d'abord entrer dans le débat de fond, comme venait de le dire le professeur Kouamvando, que ceux qui sont en train, dans les officines, d'imaginer un tel scénario, qu'ils se ravisent. Parce que la dévolution du pouvoir ne se passera pas des mécanismes constitutionnels. C'est-à-dire, elle ne se passera pas à travers une succession de père en fils ou autre chose. Il faudra que le peuple camerounais souverain se prononce le moment venu pour donner la légitimité à celui qui incarnera la vie des institutions. Donc le MRC restera vraiment vent debout contre toute tentative de passage du pouvoir par des mécanismes autres que ceux qui sont reconnus par les lois camerounaises. Donc nous restons très très vigilants. Nous en avons parlé, le président national a été le premier à l'évoquer. Et quand nous observons cette scène politique, il est fort loisible de voir qu'il y a des tractations qui peuvent être légitimes. Le RDPC a le droit de s'organiser pour la succession de son champion de toute catégorie. Mais je dis très bien que selon notre position, ça ne se passera pas au détriment du peuple.
Le peuple camerounais, depuis 40 ans, est plongé dans une souffrance indicible à cause d'un régime qui n'a tenu compte que de ses intérêts et des intérêts de ses partisans. Il faudra que ce peuple, le moment venu, puisse se prononcer afin que nous puissions retrouver notre dignité, afin que les Camerounais aient leur mot à dire dans ce qui concerne leur vie et la gestion de leur pays au quotidien. Donc, ceux qui sont justement en train de préparer cette espèce de pérennisation du pouvoir à travers des mécanismes autres que ceux qui sont reconnus par la loi, nous leur disons que nous resterons extrêmement vigilants et que nous n'accepterons pas autre chose que des mécanismes constitutionnels et l'expression de la volonté populaire. C'est la position du MRC et cette position, elle est une position intangible parce que le peuple camerounais souverain, je continue à le dire, est le seul qui devra choisir son futur représentant et son futur dirigeant. Je le dis pourquoi, je vais chuter par là. Nous avons vu dans des États voisins, le Gabon, le Congo démocratique, le Togo, on a vu un certain nombre de choses se passer. C'est-à-dire le Tchad tout récemment, on a vu ces mécanismes qui ont permis en sorte qu'il y ait des voix qui ne soient pas forcément des voix et des mécanismes constitutionnels. Mais je dis très bien que nous ne sommes pas ces pays, nous sommes le Cameroun et que les Camerounais resteront extrêmement vigilants par rapport à ces mécanismes. Si on peut s'interroger sur l'opportunité de la récurrence de cette question, pensez-vous que ces supputations et agitations de couloir auraient eu lieu si le président Paul Biya avait clairement désigné à l'intérieur de son propre parti, votre parti, le RDPC, son dauphin? Voilà, je commence à répondre par votre question en vous disant que dans une démocratie, désigner le dauphin, c'est une bêtise. Le professeur de Joël, là, on ne désigne pas le dauphin dans une démocratie. Si on était en monarchie, on aurait pu comprendre que vous nous disiez ce que vous êtes en train de dire là, que le président est là et il désigne un dauphin. Donc, ne nous contredisons pas, restons cohérents. Nous sommes à l'intérieur de votre parti. Bien sûr, nous ne sommes pas dans la je reste. Justement, notre parti est un rassemblement démocratique. D'accord? Dans un rassemblement démocratique, penser qu'on peut désigner un dauphin, ça sort de l'ordinaire. Ça, c'est la première chose. Et puis, je voudrais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Vous posez la question tout à l'heure. Pourquoi est-ce que... Si vous voulez, je vais reposer ma question. Oui, reposez-la. S'il y avait eu une figure, tout au moins, émergente au RDPC, et vous pensez qu'il n'y en a pas un numéro 2, oui. Est-ce que toutes ces supputations et agitations auraient eu lieu? Au moins un numéro 2 au RDPC. Et vous pensez qu'il n'y a pas de figures émergentes au RDPC? Il y en a énormément. Lesquelles? D'accord? Je ne vais pas mettre à citer les noms ici, non, mais vous connaissez, il y a, s'il vous plaît, il y a beaucoup de figures. Avoir la force de diriger le parti. Je vais vous dire, il y a beaucoup de figures. Par exemple, celui qui le dirige à l'heure actuelle, c'est qui? C'est pas une figure émergente? Vous le prenez pour qui? Un homme de paille? Non, il est là. Vous parlez du secrétaire général du comité central. D'accord. Il y a des figures émergentes au sein. Vous parlez de Jean Crété. Bien sûr. Et le RDPC a des textes. Vous le savez, n'est-ce pas? Et les textes qui vous disent, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour être candidat du parti à une élection présidentielle. D'accord? Donc, ne faites pas comme si on était dans un vide. Il n'y a pas de vide au RDPC. Des figures émergentes sont là. Des mécanismes sont prévus pour la désignation du candidat à une potentielle élection présidentielle. On n'a pas besoin de trop brailler là-dessus. Maintenant, je reviens sur un élément. Tout à l'heure, vous dites, c'est un panéliste qui a dit pourquoi le procès Nkumbondo, la succession se joue, on parle comme si tout se joue au sein du RDPC. Mais vous voulez qu'elle se joue où? L'opposition n'existe pas, elle est faible. D'accord? Elle est faible, elle est sous-représentée, les Camerounais ne la connaissent pas. Je vous prends un élément relatif à la dernière élection présidentielle. Il vous souvient qu'on a demandé à nos amis opposants de mettre 25 000 Camerounais dans chacun des bureaux de vote à la dernière présidentielle. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Le plus courageux, le plus fort sur le terrain a pu mettre environ 5 000 personnes dans les bureaux de vote. 20 000 bureaux de vote vides, sans représentants d'un parti d'opposition. Ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas des électeurs. Parce qu'un parti qui a une assise territoriale ne manque pas de représentants dans un bureau de vote. D'accord? Donc il est normal que la succession se joue dans le RDPC. Ailleurs, en face, il n'y a rien. Maintenant, vous avez dit, toujours le professeur, il dit... Il ne veut pas qu'on nous donne une... Permettez, le professeur dit qu'il ne voudrait pas qu'on nous donne des éléments, une succession qui sort des mécanismes, tout ça et autres. Mais attendez, y a-t-il un élément, y a-t-il un acte posé par le président Biya pour montrer qu'il est en train de donner le pouvoir à quelqu'un par des mécanismes qui sortent du cadre constitutionnel? Un élément en dehors des supputations des journalistes? Un élément, il n'y en a pas. D'accord? Le président Biya est légaliste. Le RDPC a ses textes, la République a ses textes. Actuellement, on sait ce qui se passerait si le président n'est pas là. On le sait. D'accord? Ne nous donnez pas le sentiment que nous sommes en train de faire. Et puis, nos amis d'une certaine opposition, que je ne vais pas qualifier ici, en ont fait
un credo, hein, le gré à gré, non à ci, non à ça. On n'est pas là. J'ai envie de dire qu'ils sont hors sujet. Bon, je vais dire quand même que pour revenir à l'appel, parce que le professeur a tensé au cadre du RDPC tout à l'heure. Un appel qui ne fait pas l'unanimité. D'accord, je vais revenir là-dessus. Voilà, et je suis surpris que le professeur qui est un homme de droit et un politicien assermenté parle de sorcellerie. L'acte de M. Yébé ici, c'est quoi? C'est un acte politique. D'accord? C'est un acte politique. L'acte politique a-t-il vocation à être rationnel? Qu'est-ce qu'il cherche, l'acte politique? Il cherche quoi? Il cherche justement ce qu'on a obtenu là. La preuve, c'est que dès qu'il a dit, toute l'opposition est venue tomber là-dessus et ils ne font que parler. Ah, je remarque que le RDPC... Pas seulement l'opposition, parce que oui, permettez, parce que même au sein de votre propre formation politique, l'appel ne fait pas l'unanimité. Justement. Dimanche dernier, sur ce plateau, nous avons reçu le docteur Edouard Fauchivé, qui lui également était contre cet appel. Par exemple, vous ne connaissez pas ma position personnelle sur cet appel. Je ne peux pas la donner sur un plateau. Vous n'êtes pas sûr que je suis d'accord. Mais je vous dis que c'est un acte politique. D'accord? Vous ne pouvez pas empêcher qu'un politicien de la première heure, comme le ministre Yébé ici, pose un acte politique. Et c'est normal qu'à l'intérieur du rassemblement démocratique, j'insiste sur le mot démocratique, c'est normal que l'acte ne soit pas du goût de tout le monde. Mais qu'on sorte, oui, s'il vous plaît, permettez, qu'on sorte vraiment de cette politique de prêter les idées aux autres, de lire dans les boules de cristal ce qui ne se fait pas, ce qui n'a pas encore été commencé à être fait. Le Cameroun a des textes, le RDPC a des textes, on ne sortira pas de là. Ce deuxième tour de table, on va repartir avec vous, professeur Kouvondo. À ce jour, quelles sont les chances de voir le clan de Paul Biya pérenniser son règne au Cameroun? Aucune. Aucune. Peut-être qu'on dira aussi que c'est de la sorcellerie. Parce que je vous ai dit, quand je prends la parole ici, que vous perdez de vue qu'il y a ce peuple qui dort et qui, à un moment donné, peut se réveiller. Je suis très déçu par le discours de M. Abamé. Oh. Je le regarde. Non, personnellement, hein, je vous le dis, parce que je vois... Le contraire m'aurait inquiété. Je vois un bel homme sur le plateau, intelligent, qui parle bien. Et à qui on pose la question, est-ce qu'il y a des forces émergentes au sein du RDPC? Et il nous cite Kuete. Je m'attendais à ce qu'ils disent, mais je suis là. Mais monsieur Abama, nous voulons même que le futur président du Cameroun sorte du RDPC. C'est le jeu politique. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors quand je dis tout à l'heure qu'ils n'ont aucune chance, je parle de cette mafia qui est installée au pouvoir aujourd'hui. Elle n'a aucune chance. Mais au sein du RDPC, nous souhaitons, par exemple, voir des jeunes comme M. Abama émerger. Mais justement, on émerge déjà. Oui, regardez ceux qui portent la parole du RDPC aujourd'hui. Attendez. Vous citez qui? Regardez ceux qui portent la parole du RDPC aujourd'hui. Je suis là. C'est des fantômes. Mais c'est des fantômes que vous citez. Oh là là. D'où ma déception. Je suis là. Mais d'où ma déception. Et puis, nous connaissons un peu ce discours. Oh, l'opposition est faible. L'opposition ne fait rien. Ce sont les faits. Hein. Oui, mais attention. Ne perdons pas de vue que si vous n'êtes fort que par rapport au non-respect des normes, au non-respect des valeurs. Peut-être que vous êtes là où vous êtes, mais allez demander à ceux qui essayent de se battre pour s'installer sur le terrain, ce qu'ils vivent à travers ce que vous installez. Actuellement se bat sur le terrain et il est en train de s'installer. Ben, ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, il nous le montre. Il filme. Je vais vous prendre un exemple. Hier, pour être très concret. Oui. Je suis aujourd'hui à la tête d'une association qu'on appelle Droit et Justice. Oui. Elle devait faire une réunion hier pour éduquer les citoyens dans un quartier de Garoua sur les questions politiques. Oui. Cette réunion a été interdite alors qu'on ne l'a même pas déclarée. À travers les services de renseignement. Donc vous étiez hors la loi? Mais mon Dieu. Vous ne l'avez pas déclaré? Vous me laissez parler? C'est vous qui dites, vous n'avez pas déclaré. Je parle de réunion, monsieur. Une réunion dans un domicile privé n'a pas besoin d'être déclarée. Ça, je vous le dis. Dans un domicile privé. Mais ça a été interdit. Et vous savez, lorsqu'on essaye de faire entendre raison à celui qui a interdit, il nous dit, ah non, je crois que c'était une réunion politique. C'est-à-dire que les réunions politiques sont interdites au Cameroun. Vous voulez donc que l'opposition devienne forte comment lorsque vous mettez tant de verrous et pour venir claironner sur les plateaux de télévision que l'opposition est faible. Merci d'être d'accord. Il ne s'agit pas de ça.
Il s'agit d'un clan qui est aux affaires et qui fait tout pour se maintenir. Et ce clan-là n'a aucune chance. Mais si le RDPC entend se maintenir au pouvoir par les mécanismes que nous connaissons tous, encore qu'il va falloir s'interroger sur ces mécanismes-là et surtout dans l'effectivité de la mise en œuvre de ces mécanismes qui ne sont prévus en réalité que sur le plan théorique. C'est de cela qu'il s'agit. Christian Massoma, avant Georges Gilbert Barola, c'est vrai que le professeur Kouvando a précisé qu'il n'y a aucune chance de voir pérenniser la mafia qui est aux affaires aujourd'hui. Voilà. L'autre question est celle de savoir si l'opposition camerounaise est en mesure de parer la route à la monarchie que plusieurs redoutent. Je vais vous dire une chose. Contrairement aux allégations de jeune frère Abama qui apparemment vit dans les nuages, l'opposition est beaucoup plus forte que ceux qui ne croient. Le RDPC fanfaronne uniquement à travers tous les mécanismes de fraude et de mafia que le professeur Nkou va venir de mentionner ici, et qui peut permettre aux jeunes comme ça d'imaginer qu'ils représentent une majorité fictive dans ce pays. Il a parlé de millions de Camerounais encartés au RDPC. Qui peut penser dans ce pays que le RDPC a des millions de militants encartés en dehors, laissez-moi finir. En dehors des situations où un individu va et il achète avec l'argent du contribuable camerounais des cartes qu'on jette qui n'a même pas la possibilité. En otage pendant Est-ce que vous allez parler seul? Est-ce que vous allez parler seul, monsieur Abama? À l'intérieur. Arrêtez-le, vous avez vu le renouvellement des organes. Relancez-le. Comment il peut dire ça? Vous avez vu le renouvellement des organes? Monsieur, vous n'allez pas parler seul. La prochaine fois que vous prendrez la parole, je vais vous interdire de parler. Si vous ne me laissez pas parler. Ok, allez-y. Si le RDPC vient désormais sur le plateau pour pourrir le débat, je pensais qu'elle allait pourrir le débat. Je pensais que vous deviez le relancer. Donc, je suis en train de dire ceci. Christian Massoma, c'est pas vous qui me demandez. Christian Massoma, on a quand même vu l'engouement, un certain engouement. On n'a vu aucun engouement. On a vu des prébendiers, on a vu des opportunistes de mauvais aloi se livrer à une bataille qui était macabre, où des gens ont brandi des armes à feu, sont sortis pour se livrer à des voies de fait systématiques sur la voie publique, ont érigé des barricades, ont incendié des édifices publics. Vous pensez que ça, c'est des citoyens de la République? Ce n'est pas un engouement, cela. Ce n'est pas le RDPC fait encore courir. Ça fait courir les personnes qui ont besoin de se protéger en pensant que s'ils ont un strapontin au comité central ou à une section, ça les protégera des derniers publics qu'ils ont détournés pendant des années. Donc, malheureusement, avoir des jeunes, et le professeur Koumando l'a dit tout à l'heure, qui devrait même représenter une autre façon de penser le Cameroun et de penser la politique au Cameroun. Mais rentrer effectivement dans cet ordonnancement de la mafia, ça nous pose un problème et ça nous interroge sur ce que le RDP est en train de nous prévoir. Ça veut dire que même après cette génération de politiciens corrompus, on aura toujours les Yves Abama qui viendront pérenniser cette mafia parce qu'ils ne veulent pas se départir de la politique qui a été menée par ces années et qui a conduit ce pays dans le chaos. Non, l'opposition camerounaise, et je vais jeter par là, si elle n'avait pas été empêchée jusqu'à maintenant, de manière systématique, je le dis, de mener ces travaux, c'est-à-dire de faire des réunions, des meetings, autre chose. Le MRC, depuis 2018, a introduit plus de 300 demandes aux déclarations de manifestations publiques. Oui. Aucune n'a reçu, je dis bien depuis 2018. Qu'est-ce qu'ils redoutent? Eux qui sont si forts, qui représentent 71%, qui ont des millions de personnes encartées, mais ils ne veulent pas voir l'opposition mener la moindre action sur le terrain parce qu'ils savent très bien qu'ils ne représentent rien. Votre force vient un peu, je vais expliquer ça pour que nos téléspectateurs comprennent bien. C'est l'histoire de ce braqueur qui arrive devant une porte et il frappe, il dit « Ouvrez ». De l'intérieur, on dit « C'est qui ?» Il dit « C'est moi le braqueur, ouvrez ». Et l'habitant de la maison dit « Venez prendre tout ce que vous voulez. Voilà mon téléviseur, voilà mon lit, voilà mes marmites. » Et lorsque le braqueur se dit « Il m'a donné ça », voilà l'image pour que tout le monde comprenne la force de ceux qui sont aux affaires. Alors, Georges Gilbert Barola, on a vu dans d'autres pays africains des crises de succession après la disparition des présidents ou bien après le retrait des présidents ayant régné pendant plusieurs décennies. Je veux dire, le Cameroun peut-il éviter, après Paul Biya, de se retrouver dans ce type de situation, après le retrait de Paul Biya? Le Cameroun, d'abord, n'est pas sous le prisme du chaos. Voilà. Ce n'est pas du tout. Sur le plan politique, il y a ce qu'on appelle
la politique cherche repère des individus qui s'assimilent aux associations politiques et qui ont des problèmes internes, personnels qu'ils veulent exprimer sur le plan public. C'est le pouvoir problème du Cameroun. Le problème, le nœud du Cameroun aujourd'hui, c'est la grande tribalisation. Les gens s'identifient et s'autoproclament en fonction des régions. On dirait que c'est la part du gâteau. Vous avez justement parlé de la guerre qui n'existe pas entre les voilà, et les donc vous comprenez. présidentielle. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc quand on parle politique et qu'on estime que l'autre qui est en face est plus fort, ça veut dire qu'on s'identifie à une faiblesse. Moi je dis, l'arène politique aujourd'hui appartient au Parti républicain. Parce que, je dis, l'osmose aujourd'hui, c'est le RDPC. Mais en face, de l'autre côté, le Parti républicain est la troisième république. Et je vous le dis, et ça va se passer comme ça. Parce que nous on ne passe pas le temps à dénoncer. On met des stratégies en place. Et ce que vous avez posé comme question tout à l'heure en disant, en me posant la question que, est-ce que ça va se passer comme, par exemple, au Mali et tout, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Parce que celui qui est aux affaires aujourd'hui a sonné la cloche. Le président actuel, le chef d'État Paul Biya, est le premier gardien des institutions. Il y a les premiers ministres en prison. Il y a les ministres en prison. Vous lui demandez quoi? Qu'il aille prendre tous les Camerounais qui sont en train de poser des actes, de les mettre quelque part en prison. Où sont les institutions qui sont partagées? Les gens ont mis en place des lois qu'ils ne veulent pas respecter. Nous sommes dans un pays où chacun pense qu'il a une petite république dans sa maison. On ne peut pas avancer avec ça. On ne peut pas avancer avec ça. Dès que vous arrivez, l'enfant d'un chef de section ne peut pas aller en prison. Mais l'enfant de Paul Biya en prison. Vous imaginez ça? La tante de Paul Biya est traînée devant la justice. Le professeur Ngou ne peut pas laisser son neveu aller en prison. Parce qu'il est professeur d'université, il a les arcanes et il peut défendre. Est-ce que c'est normal? Face à une justice pareille, c'est de l'injustice. Et nous ne pouvons pas avancer si nous ne respectons pas l'État. L'État avec ses us. C'est ça la réalité. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Madame, donc, nous ne pouvons pas continuer. Léna, comme tantôt je vous l'ai dit, que nous puissions avoir toujours un regard perdant pour dire les autres ont pris. Moi, je mets quiconque en défi. Je suis le seul Camerounais qui a dénoncé s'il y a dans les gouvernements de Paul Biya, président de la République, s'il a fait 20 gouvernements, j'ai dénoncé 19 ministres dans ces gouvernements. Vous pensez que je suis plus fort? C'est parce que je suis astucieux. Je me suis arrimé. Voilà ma vieille carte de presse. Je suis venu aujourd'hui. C'est 37 ans dans ce métier. 37 ans. Je suis de la Fédération internationale des journalistes. Je suis de Reporters sans frontières. Avant que vous, les jeunes, vous l'arrivez. Moi, j'ai accepté à en prison. Parce que j'ai estimé que ce n'était pas juste. Nous étions les premiers, Pius Diaw et moi, à publier les facsimilés dans ce pays. Aujourd'hui, vous arrivez avec une nouvelle marque. Il faut prendre de l'argent pour aller faire une publication. Il faut dire bonjour à tel. La presse a pris un coup. Le messager aujourd'hui a pris un coup. Une nouvelle expression et tout ça. C'est vrai que ne peut pas me dire le contraire. D'accord? Ici, dans ce pays, c'est le pédantisme de la presse et de la manipulation de la presse. Quand on prend 3 personnes, on va mettre à la une d'un journal, on dit le ministre d'État, Ngongo, est le successeur potentiel. Quand ce n'est pas le ministre d'État, hein, il va falloir que peut-être le mouvement des franquistes. Mais c'est des histoires. C'est des histoires, ça ne passera pas, monsieur. L'éligibilité dans ce pays va respecter les urnes. Je suis le fils aîné de Paul Biya, je le dis. Il faut respecter la loi. D'accord. Parlons justement de la prise du pouvoir par l'opposition après Paul Biya. Rêve ou possibilité? Je veux dire, quel espoir pour l'opposition après Paul Biya de prendre le pouvoir au Cameroun? Si l'opposition a une idée forte et reste forte dans sa constitution, d'accord, elle peut prospérer en fonction de leur stratégie et même gagner les élections. Mais on ne peut pas dire qu'une opposition est certaine quand on voit des gens qui se partagent déjà des laisses qui vont décharger l'argent à minuit, à 5 h du matin, ils se retrouvent à dire un certain nombre de choses. Si le président de la République, Paul Biya, n'était pas là, l'opposition n'existerait même pas. Est-ce que vous savez ça? Parce qu'il y a certains partis politiques, il faut le dire. C'est le président Paul Biya, en tant que démocrate, qui est en train de faire ce qu'on appelle la promotion de ces partis. L'UPC qu'on parle aujourd'hui, c'est qui? Qui essaie de l'attacher l'UPC? Le différent qu'il y a eu entre l'univers et le PRC, je ne sais pas si le PRC, ce sont des différents qui sont taillés au minat. Les gens vont prendre de l'argent là-bas,
le propriétaire, le promoteur du parti n'a rien à dire. Quand on veut poser un acte, on l'appelle à côté, on lui dit c'est un enfant. Ce n'est pas bon. Ça aussi, le professeur aussi, Nkou, devait nous dire que celui qui l'avait mandaté avait détourné l'argent du contribuable. C'est de moi. Non, non, celui que l'univers a mandaté. Celui qui est l'univers, pas aux élections présidentielles. Non, c'est votre candidat. On n'a pas le PCR, on n'a pas le PCRN sur le non, je n'ai pas. Je préfère éviter. Non, mais si vous évitez, ça veut dire qu'il y a un problème. Non, on n'a pas le PCRN. On n'a pas le Parti républicain ici aussi. J'ai le droit de parler. J'engage ma personne. Ils ont les droits de poursuite, je peux réparer préjudice. Sauf que vous êtes également journaliste, vous savez que moi j'ai un souci d'équilibre. Donc si vous avez un souci d'équilibre... Vous êtes également journaliste, donc vous comprenez ma position. Donc simplement, je voulais le dire, bon, on dira pas le PCRN, on dira le promoteur d'un set du PCRN. D'accord. Pour dire les choses, et pour séparer le PCRN, personne morale, de la personne physique. Vous comprenez? Donc ça fait que ces bagarres ne peuvent pas prospérer pour une construction positive. Il faut le dire. Parce que les gens viennent, ils s'identifient par rapport aux bagarres personnelles. Ils disent, bon, ok, moi je vais aller faire une bagarre parce que la période est cruciale. Mais tu oublies le Cameroun. Lui, il a parlé du peuple. Où le peuple, la place du peuple est où? Le peuple qui est devenu aujourd'hui le bétail électoral. Le RDPC s'impose pourquoi? Parce que le RDPC a la dividende d'abord des affaires étatiques, il faut le dire. Et ceux qui sont là n'ont jamais été encouragés par le promoteur pour dire allez prendre de l'argent dans les caisses pour venir nourrir le parti. La preuve en est que ceux qui sont présidents de section, ceux qui ont été ministres, premiers ministres, si tu as pris de l'argent pour aller nourrir le RDPC, on te dit que monsieur, c'est l'argent des Camerounais, tu vas répondre de tes actes. Et le TCS est là. Ça répond de ça. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y aura un problème comme au Mali. Les Camerounais aiment leur pays. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, la peur s'est installée dans nos comportements. Ce que on l'a dit est dangereux, ce que l'autre dit est approximatif. Quand tu dis tel n'a pas une association politique, on dit pourquoi elle le dit. Parce que dans le couloir, on vous a menti, on vous a raconté une histoire de machin et tout ça. Mais les gens racontent des choses, mais non pas des preuves. Voilà, alors, donc c'est plus ça. On va pour sortir de ce premier sujet, on va citer des noms comme ça. Et en un mot, vous allez me dire, je vais citer des noms comme ça, et en un mot, chacun de vous va me dire ce qu'il pense des personnes citées, si ces personnes ont la carrure pour succéder à Paul Biya. On va partir avec vous. C'est un petit jeu, hein, c'est un petit jeu. On va commencer avec vous, Yves Abama. En quelques mots, hein, Franck Biya. Avant de répondre, je peux faire une précision. Non, pas sur le sujet. Je ne sors pas la réponse. Oui. Voilà, je voulais rappeler que, sur la scène politique, le seul élément qui compte et qui pousse à poser les pions de part et d'autre, c'est ce qu'on appelle le rapport de force. Vous avez vu comment en Afrique de l'Ouest, le rapport de force a pesé en la faveur de l'opposition, les pouvoirs sont partis. Quand vous êtes dans un environnement où les gens sortent d'une élection présidentielle, ils se font appeler président élu. Ils demandent à la population de venir les aider à chasser un gouvernement dans la rue. La population ne vient pas. Comprenez que le rapport de force n'est pas en leur faveur. D'accord? Donc, ce que je voulais dire. Maintenant, pour répondre à votre question sur Franck Biya, je vais dire que c'est un Camerounais, comme tous les autres, qui jouit de toutes ses facultés, qui a tous ses droits. Et donc, légitimement, tout comme moi, hein, parce que moi-même, moi aussi, je peux être candidat à la présidence du Cameroun. C'est normal. Tu ne peux pas, Baba, tu ne peux pas. Je le dis sur le plateau. Non, tu ne peux pas être candidat avec le discours que tu tiens, tu ne peux pas. Massoma, laisse-moi parler. Vous me laissez parler. Je dis que Franck Biya, comme moi, a le droit de penser être... Second nom. Bien sûr, lui aussi, il a ce droit. D'abord, il a fait acte de candidature. Vous avez vu, sauf que c'est un mauvais perdant. C'est-à-dire que lui, il est venu... Il s'est autoproclamé. Quand on entre dans un jeu démocratique, ayant encouragé... J'interroge la carrure des personnes. Justement, il a la carrure de la personne, mais... Est-ce que ces personnes peuvent valablement succéder à Paul Biya? Non, il a la carrure, mais valablement, lui, il ne peut pas. Il ne peut pas, pourquoi? Il ne peut pas parce que c'est le politicien le plus tribaliste de l'histoire de ce pays. C'est-à-dire que depuis que lui est entré en politique, les Camerounais n'ont été que trop divisés. D'accord? On ne peut pas venir sur la scène politique, jouer les représentants d'une communauté au lieu de venir plaider une cause nationale. Vous vous souvenez du fameux discours au Conseil constitutionnel? Quel politicien camerounais a tenu un discours pareil à l'occasion d'une échéance électorale? Donc, il ne peut pas valablement remplacer le... Christian Massoma, alors, Cabral Libi. Je pense qu'il a été candidat à l'élection en 2018. S'il a été candidat... La question c'est, est-ce qu'il a la carrure politique? Est-ce qu'il peut valablement
succéder à Paul Biya? Je pense que cette question, monsieur le professeur Mkonvondo pourra y répondre. C'est l'univers qu'il a mandaté en 2018. Je vous pose la question à vous, Christian Massouma. Votre regard à vous, Christian Massouma. Vous avez remarqué Qu'est-ce que vous mettez dans la carrure, madame Gazou? Vous avez remarqué que ce n'est pas les mêmes noms que j'ai cités avec je suis d'accord, mais qu'est-ce que vous mettez dans la carrure? Si moi je regarde les aspects que je peux intégrer dans la carrure de quelqu'un capable d'incarner un homme d'État, je ne sais pas si je me prononcerai en faveur du président du PCRN. Vous ne vous prononcerez pas ou bien vous ne savez pas si vous vous prononcez? Non, je dis que je ne me prononcerai pas en sa faveur. C'est-à-dire, pour moi, il ne remplirait pas les critères capables de faire de lui un homme d'État qui pourra accéder à la magistrature suprême. Mais comme il est président d'un parti politique et que ce n'est pas moi qui l'investis et que certainement c'est son parti qui l'investira, peut-être qu'au sein de son parti, on estime qu'il peut le faire. Monsieur Ngongo est SGPR ministre d'État. Je pense que si les mécanismes de dévolution sont démocratiques, il est Camerounais, il est citoyen. S'il se présente et que les Camerounais décident de lui accorder leur confiance, moi je n'ai pas de problème. Ce n'est pas un problème de personne. Je continue à dire que le débat de fond réside sur les institutions. Parce que souvent, nous ramenons ça sur les personnes en pensant que tel ou tel autre. J'ai dit simplement pour le cas de Abama, parce que pour lui, je suis certain qu'il ne peut pas être candidat. Parce que, je vais le dire, parce que lui, les personnes qui se livrent à un tel degré de nombrilisme ne peuvent qu'être que des suppôts du système et du pouvoir en place. C'est un discours qui est connu. Votre discours est connu. Je précise encore que je ne parle pas de Et je vais vous dire que votre président a été très nombriliste dans ce pays. Valable, les noms que je cite peuvent succéder à Paul Biya. C'est la question que je... Bon, j'ai répondu à la question. Le ministre d'État Ngongo a la carrure. Si c'est uniquement la carrure, je pense qu'il a la carrure. Sauf que je dis très bien que ça ne se passera pas par un mécanisme controversé, ça se passera à travers les urnes. Gilbert Baon, là. Celui qui est assis juste à côté de vous. Je répondrai en disant oui. En ce sens que tout Camerounais qui remplit les conditions légales peut accéder à la magistrature suprême et gouverner dans ce pays. Ce n'est pas... Pour être président, on n'a pas besoin d'être un extraterrestre. C'est une affaire où on n'a pas besoin d'aller conduire un Boeing 737. Non. On ne demande pas de piloter un engin qui va sur la Lune. Non. Tout Camerounais, et c'est le lieu pour moi de faire comprendre au peuple que ce pouvoir, il est le vôtre. Et le futur président de la République du Cameroun peut venir de n'importe où, pourvu que le peuple le choisisse. Mais puisque vous parlez de lui, j'ai envie de dire aux uns et aux autres, en même temps à lui, que le premier président du Cameroun est arrivé, il n'avait aucune fortune matérielle. Le deuxième président de la République du Cameroun est arrivé, Paul Biya, il n'avait aucune fortune matérielle. Le troisième président de la République du Cameroun arrivera et il n'aura aucune fortune matérielle. Que ceux qui amassent dans les milliards en volant, en pillant, en braquant, parce qu'ils veulent arriver au pouvoir, qu'ils se détrompent, ils n'ont aucune chance, comme je l'ai dit, parce qu'ils n'arriveront jamais au pouvoir. Le troisième président arrivera alors qu'il a les poches vides. Je ne sais pas quel est l'état des poches de celui qui est à ma droite, mais pour être sincère avec vous, je serais gêné de savoir qu'un fils, vrai ou prétendu, de Paul Biya soit encore aux affaires après lui. Ce serait très gênant. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Comme nous sommes dans un pays, vraiment, c'est un jeu macabre auquel vous me demandez de livrer là. Alors, ça peut aussi arriver. Vous savez que celui qui est là aujourd'hui, il est arrivé par décret. Et en voilà un qui commence à se rapprocher par décret. Mais s'il compte, s'il compte sur une fortune que les uns et les autres sont en train d'amasser aujourd'hui pour le placer à la tête de l'État, qu'il se détrompe, il n'y arrivera jamais. Le futur président de la République du Cameroun, je ne le connais pas. Et je suis convaincu qu'il arrivera. Et j'invite le peuple à se réveiller aujourd'hui. Parce que depuis que vous parlez de la succession à la présidence de la République du Cameroun,
vous semblez oublier, je ne cesse de vous le dire. Le peuple. Le peuple est là. Et ce peuple peut arriver par tous les moyens, pas forcément par les urnes. Il faut bien le comprendre. Parce que c'est une supercherie. C'est de la roublardise que d'envoyer les gens dans les urnes en disant aux gens, écoutez, c'est les élections, il faut passer par les urnes. Alors qu'on sait bien que de ce côté-là, les jeux sont pipés, tout est verrouillé de ce côté-là. Et je vous dis, lorsque le peuple va prendre le pouvoir, je suis convaincu que vous qui parlez là, on va vous demander encore de venir occuper les terres que vous arrachez aux populations aujourd'hui. Vous n'aurez même pas le courage. Professeur, vous le dites depuis près de 5 ans. Le peuple, vous êtes qui pour parler au nom du peuple? Le peuple vous a donné votre pourcentage. Le peuple a donné leur 14%. Le peuple, c'est qui? Justement, ceux qui parlent du peuple au Cameroun, c'est ceux qui ont le moins été mandatés. Ils disent le peuple. En ce moment, avec du nucléaire qu'on va mettre dans les turbines. C'est quand même une assertion. Des menaces à 2 balles. Non, ce n'est pas des menaces. Ils sont là depuis 5 ans. Si on attend qu'on veut le corps électoral, on va faire ceci. Si on fait ci, on va faire cela. Mais ils ne font jamais rien. Il faut savoir que non, je ne vais pas parler. Ce même peuple peut faire partie par la même violence institutionnelle. D'abord. Alors, Gilbert Baola, c'est au tour de Gilbert Baola de se prêter au jeu. Bien entendu, Frambilla. Vous posez la même question 2 fois, pourquoi? Vous avez posé la question. Non. Allez-y, Frambilla. Si vous trouvez que c'est un homme politique, il viendra. Mais comme moi, je sais que ce n'est pas un homme politique, il faut aller se mettre ailleurs. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Oui. J'ai l'impression que tout tourne autour des intrigues. Et les expertises, les évaluations ne sont pas prises en compte. Nous sommes dans une république de petits amis, où les gens s'asseyent, concordent des choses en petits amis, et se disent que ça va marcher. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le professeur, je respecte ses idées, où il dit il sera très mal à l'aise de savoir que l'un des fils de Paul Biya, sous-entendu, je voulais le dire et je ne veux pas me redire, je sais que je fais peur. Parce que je suis un homme mitigé. Et comme je n'appartiens pas au clan, on se pose la question, comment on va le tenir? Et je ne veux pas faire des vacances avec des gens qui n'ont pas mon expertise, encore moins mon évaluation. Chaque fois, je vais vous étonner. Vous avez vu la photo du jeune roi. La prochaine fois, je vais vous montrer celle de Jacques Chirac. Et l'autre fois, je peux vous montrer celle de Macron quand il n'était même pas encore aux affaires. Je suis un homme mystérieux parce que je parle peu, je sais là où je vais. Très bien. Le deuxième. D'accord? Donc, je voulais simplement dire, pas au professeur, pour lui dire que je serai aux affaires pour la Troisième République. Vous savez pourquoi? Parce que je suis mieux loti là où les gens qui donnent le pouvoir aux Africains sont. Alors, pour ceux qui comprennent, qui ont les oreilles. Alors, vous avez compris? Le deuxième non, Mebengo. Mais il est en prison, il sortira quand? Il a au moins 3, 4, 5 adroises. Si on lui donne 20 fois 4, ça va faire 80 ans. Casier judiciaire. Non, c'est pas possible ça. Comment vous c'est un rêve en vidéo ça. Bon, pourquoi on n'a pas posé la question sur Louis-Paul Moutazé? Si, vous voulez répondre à la question. Oui, je veux répondre. Dites-moi. Il ne sera jamais parce que bientôt, il a des vacances à faire quelque part. Faites-moi confiance. Les factures des établissements et les salaires qui passent à R25. Ça vous met mal à l'aise, monsieur le professeur? Je vous vois, vous écrivez déjà. Non, pas du tout. Non, c'est plutôt ce qui me met mal à l'aise. Non, je voulais les factures. Les factures hein, qui sont payées malheureusement aux petits amis de la presse et autres. Vous comprenez? Et certaines fausses factures qui viennent de la présidence, qui engagent l'institution étatique, qui engagent le promoteur du renouveau. Ça ne passera plus. Et je sais que beaucoup de gens ne parlent pas de lui parce que de temps en temps, il y a des décharges. Je ne suis pas bête et j'ai même ces décharges. Mais comme j'ai pitié, je ne veux pas les sortir parce que je peux vous les montrer off, où il y a des faux salaires, des gens qui sont dans le secteur privé et touchent l'argent du contribuable. Nous sommes dans un pays de la pègre, là où les gens ne veulent pas respecter un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas accepter dans un pays que l'argentier de ce pays puisse gérer l'argent comme c'était un monarque qui est en le fait, sous le prisme qu'on dise que non, il a grandi entre les mains de Paul Biya. C'est faux. Paul Biya n'encourage pas ça, puisque lui-même, dans sa propre famille, il n'a ni neveu ni cousin. Hein?
encore moins enfant qui le fait. Et comme je fais peur à certaines personnes comme le professeur, il veut créer l'énigme pathétique scientifique. Laissez-moi parler. Là, on parle amicalement. D'accord? On parle amicalement. Et comme je fais peur à la classe politique et à l'arène politique, chacun évite le discours autour de moi là parce que je sais comment le pays dort. Je dors à 4 h du matin, je me réveille à 7 h. Donc, je fuis, je veux savoir comment ça se passe. Et je voulais le dire ici, en face. Sortir, oui. Les gens parlent des choses. Les gens refusent de parler de l'histoire. Le MRC est un grand parti, mais lui ne sait pas que je peux être l'ami du professeur Kamto. Vous pouvez, M. Bangola. Il y a peut-être 25-30 ans. Mais quand vous arrivez aujourd'hui, il y a des différends qu'on peut gérer sur le plan politique. Mais que ça reste sur le plan politique. Je dis, je serai le 3e président de la République, parce que je tiens tout le monde. Parce que moi, j'ai les infos. Là où tu as appris, je sais. Mon discours sera une seule chose. Cher peuple, voterez-vous pour les prédateurs? Voici les preuves. Les gens sont couchés, parfois sur les lits, parce qu'ils font semblant d'être malades, alors qu'ils ont prélevé notre argent. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. Et on va toujours en parler. Et au constitutif, parlez-nous du dossier d'Atou. Justement, alors, on parle avant de parler du dossier d'Atou. J'aimerais qu'on dise d'abord un mot sur la situation des Camerounais en Guinée équatoriale. L'information a été abondamment partagée sur les réseaux sociaux et l'ambassade du Cameroun en Guinée équatoriale a confirmé la détention de Camerounais et d'autres ressortissants étrangers dans ce qui s'apparente à une traque de migrants illégaux sur le sol équato-guinéen. On repart rapidement avec vous, Georges Gilbert Baoula. On va y aller rapidement. Comment est-ce que vous analysez les mauvais traitements infligés aux Camerounais en Guinée équatoriale? Oui, mais attends, les deux États, le Cameroun et la Guinée, ont eu des conventions diplomatiques, il faut les respecter. Mais s'il y a des malfois, il faut respecter la loi. Maintenant, en ce qui concerne cela, ça a commencé un jour. Comme vous m'avez prêté le flanc, je voulais vous le dire. À l'investiture, non. Je vous l'ai dit, pendant un événementiel politique qui se passait du côté de la Guinée équatoriale, le chef d'État se fait représenter par le ministre de la Défense, qui arrive aux affaires et qui fait bastonner les personnes qui portaient les effigies du chef de l'État parce qu'ils ont demandé un peu d'argent. Et l'ambassadeur, ou bien celui qui représente la diplomatie là-bas, avait fait bastonner cela. Vous avez compris, non? Et ceux qui ont voulu que ça soit comme ça s'est passé parce que lui se disait en ce moment que c'est lui le successeur. Donc, les problèmes des Camerounais, quand ils arrivent quelque part, qu'ils respectent la loi, comme on respecte chez nous. Maintenant, s'il y a des brimades qui sont faites, vous ne pouvez pas être dans un pays où quelqu'un est président d'une association, soit dite africaine, sur le plan de la communication, et va tenir des discours d'escroquerie, va dire qu'il y a des coups d'État qui se passent et l'argent passe sous le pont. Je dis bonjour là, au ministre Bokam, Jean-Baptiste, à l'époque il était secrétaire d'État. Et suivez mon regard, parce qu'on va passer le temps à laminer l'État et rendre le Cameroun voyou au niveau de la communauté internationale. Il y a des cas comme ça qu'il faut dire. Comment un individu peut conséquemment violer les lois, violer les institutions, mettre en mal les accords diplomatiques de deux pays où on dit on a failli porter atteinte à la sécurité de l'État guinéen. Et viennent le dire dans les médias et il a des supports où on dit non, il avait raison parce que les gens ont touché des dîmes additionnelles. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, mis à Kundingi gratuitement parce qu'on voulait expliquer que quand je passe, ça vous fait peur? Je peux me taire. Du tout, si vous voilà, avez ok, je chute. Oui. Je chute. Je vous ai toujours dit, invitez-moi seul, je prends ça sur mon dos. Parce que quand je suis avec les amis, on peut partager des avis. Donc, pour le dire, il faut le citer. Et pour le dire, l'État guinéen a même fait ce qu'on appelle a mis en place une logique en disant, il faut poursuivre les intéressés et cette institution. Nous avons lu les communiqués. Quand on a voulu le faire, vous êtes entrés dans la famille Ekan. Non, nous sommes les Guinéens Ekan, les autres sont ceci. Ce n'est pas normal. Et les gens posent autant d'actes. Autant d'actes. Je connais des Camerounais qui partent du Cameroun, aller dans la famille présidentielle. Théodonie, c'est un petit frère. Vous comprenez? Avant qu'il ne soit chef d'État, je connais, ne vous ennuyez pas. Hein. J'ai un carnet de la tête bien solide. Hein. Et vous ne pouvez pas aller. Vous dites que vous voulez faire la flotte aérienne là-bas. Vous dites que la même flotte, vous allez l'amener à la Camer. Vous faites de l'escroquerie. Vous prenez les photos du chef de l'État, vous les agencez. Vous allez chez le directeur du cabinet, vous lui dites bonjour, vous filmez. Vous allez là-bas dire que ce sont ces affaires que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas normal. Et ça fait, mais
en mal les relations. De façon que même le plus petit gars qui se débrouille au marché va prendre un gifle à cause de cela. Et ces gens sont connus. Vous les recevez dans vos médias qui viennent nous pompeusement nous dire nous avons déjà la flotte aérienne, nous faisons un tel nombre de choses, alors que c'est des vulgaires escrocs. Voilà. Et voilà, pathétiquement, j'ai chuté. Des vulgaires escrocs et qui sont bien connus. C'est bien fait pour la gueule de ceux-là. Et je voulais simplement interpeller l'État guinéen à travers son président de la République et son vice-président. Soyez indulgents pour les pauvres. Vous connaissez là où les prédateurs sont. Et je vous dis, il y a une plainte consécutive qui va arriver bientôt et qui est déjà conséquente par rapport à votre ami dont vous connaissez. Professeur Kouvanda, au regard de ce que vivent les Camerounais en Guinée équatoriale, j'aimerais avec vous interroger les accords sous-régionaux. Que valent-ils? Oui, il faut bien s'interroger. La libre circulation dans la zone CEMAC. Qu'est-ce que cette affaire est devenue? Quand nous savons que la vie est meilleure lorsqu'il y a des échanges, non seulement entre les régions, mais aussi au-delà des continents, et sans trop aller au-delà des continents, seulement au-delà des frontières, dans un même continent, ça rapporte beaucoup de choses. Mais il faut savoir que très souvent, les individus, les personnes partent de là où ils sont pour aller chercher fortune ailleurs, c'est bien parce qu'ils cherchent un monde meilleur, meilleur que celui dans lequel ils vivent. Mais dans le cas du Cameroun, il faut bien comprendre qu'ils ne vont pas tant chercher un monde meilleur, ils fuient la misère, parce que c'est quasiment pour eux l'enfer au Cameroun, dans un pays où il n'y a pas d'espoir. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de dire à ces gens, revenez au Cameroun, ça se passe ici. Il faut d'abord construire son pays. Il ne faut pas fuir. Et je reviens voilà à cette composante de la succession à celui qui est là aujourd'hui. Ce peuple-là qui doit se prendre en charge, individuellement et collectivement. Qu'on arrête avec ce discours de « on va faire comment ». Non, peuple, individuellement et collectivement, ce pays vous appartient. Ne le fuyez pas pour aller chercher je ne sais quoi ailleurs. Faites comme le président Baola. Je n'en sais rien pour le président Baola, mais je dis qu'il est question de construire son pays sans laisser cette mafia qui est salée, je ne cesse de le dire, qui n'a aucune chance. Mais si cette mafia n'a aucune chance, elle sera remplacée par qui? Il faut donc revenir et s'investir pour 2025. Même si, par la force des choses, ils nous font ramener les choses en 2035, nous attendrons. Mais il faut que le peuple soit là pour dire son mot, même s'il s'agit de le dire en 2035. Mais c'est maintenant qu'il faut se préparer. Yves Abama, est-ce qu'on peut parler de faiblesse dans la gouvernance diplomatique du Cameroun au regard de ce qui se passe avec les Camerounais en Guinée équatoriale? Non. Parler de faiblesse, ce serait aller trop vite en avant. On ne peut pas parler de faiblesse. Vous savez, le professeur a évoqué tout à l'heure les accords de libre circulation qui tardent à être respectés, plutôt qu'ils n'ont jamais été respectés. Et nous savons que c'est du fait de deux pays qui craignent un certain nombre de choses. Pour ce cas, précisément le cas de la Guinée équatoriale, je voudrais rappeler également que l'ambassadeur de Guinée a été reçu au ministère des Relations extérieures et il a précisé à monsieur le ministre délégué les raisons pour lesquelles ils sont en train de faire ce qu'ils font. Il a rappelé que ce n'est pas une chasse contre les Camerounais. Il voudrait simplement que les étrangers en situation irrégulière se conforment. D'accord. Peut-être que comme la communauté camerounaise là-bas est importante, elle parmi les communautés les plus importantes, on peut aussi avoir un certain nombre de Camerounais en situation irrégulière assez important. Et là, je rappelle encore que l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale a invité ses concitoyens en situation irrégulière à venir pour qu'on essaye de faciliter un peu l'obtention bref, qu'on essaie de régulariser la situation. Donc on ne peut pas dire que la diplomatie camerounaise est faible. Peut-être certains auraient aimé, parce que j'ai entendu un certain nombre de choses, des gens auraient aimé que le Cameroun prenne des mesures de force, qu'on agisse de façon autoritaire sur certains de nos voisins, de sorte que nous leur montrions que c'est nous qui tenons le bâton de commandement. Et ça, ce n'est pas faux. Mais je voudrais dire que le président Biya donne une leçon de diplomatie à tous ses voisins, pendant qu'eux, ils ont peur de nous recevoir. Vous voyez que nos frontières sont ouvertes. Le Cameroun ne refoule pas assez de personnes. Hein. C'est vrai qu'on refoule, mais pas assez.
Vous voyez? Donc, est-ce qu'on va entrer dans le jeu de ce qu'on entend sur Facebook? Parce qu'il y a des images qui circulent où vous voyez des dames. Il y a une dame qui m'a pratiquement choqué. Elle insulte les Camerounais. Vous savez quoi? Bon, quand vous écoutez, vous vous rendez compte qu'il y a d'abord un déficit d'éducation. Il y a un certain nombre de choses qui font qu'on interroge la grammaire mentale. On se dit, bon, comment est-ce que de ce côté-là, on pense les relations au sein d'une zone comme la CEMAC? Tout compte fait, vraiment, il faut qu'il y ait un travail de gouvernance. Il faut reformer la gouvernance au niveau de la CEMAC. Il faut qu'on essaye de tout faire pour que la libre circulation qu'on chante, qu'on souhaite, qu'on appelle depuis 1972 devienne une réalité. Regardez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, la libre circulation des personnes et des biens là-bas est effective. Pourquoi ça coince en Afrique centrale? Pourquoi est-ce que certains des États membres ne peuvent pas se dire l'autre, plutôt que m'appauvrir, il m'enrichit? Je veux vous rappeler que jusqu'à une certaine période, les Camerounais étaient les bienvenus en Guinée équatoriale. Pourquoi? Et au Gabon, ils construisaient. D'accord? Les Camerounais ont contribué à bâtir ces pays. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment que maintenant que tout semble aller pour le mieux, celui qui hier nous a aidés est devenu aujourd'hui Christian un Masson, problème. la même question. Que vaut aujourd'hui le Cameroun sur le plan diplomatique? Pratiquement rien. La mollesse, j'ai dit la faiblesse et la mollesse de la réaction du gouvernement camerounais face à ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois que de tels événements se produisent. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou pas, nous acceptons que la Guinée équatoriale est un État souverain, mais elle a quand même souscrit à un certain nombre d'accords et de conventions internationales. Même si nos compatriotes se retrouvent en État, sont dans l'irrégularité, ce n'est pas ces traitements dégradants et inhumains auxquels nous assistons qui doivent leur être réservés. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Depuis quelque temps, nos voisins de la Guinée équatoriale, depuis la fameuse manne pétrolière, il faut le dire, hein, ils sont devenus d'une arrogance que personne ne peut comprendre. Tout le monde a vu comment ils ont remis d'abord, regardons le gouvernorat de la BIAC, ils ont remis en cause les fameux accords de Fort-Lamy qui étaient plus ou moins réels et ont changé un certain nombre de dispositifs. On a vu la cour d'arbitrage d'Abidjan qui a condamné l'État de Guinée équatoriale à plusieurs fois sur un certain nombre de trucs en rapport avec certains compatriotes et ils ont décidé de ne pas appliquer. Bref, ils s'en foutent. Mais cela n'aurait pas dû se passer et cela ne devrait pas se passer. La Guinée équatoriale a beau avoir eu cet Eldorado pétrolier, mais la Guinée équatoriale ne peut pas marcher sur le Cameroun et que le gouvernement camerounais abandonne pratiquement ses concitoyens à cette forme de vindicte populaire à laquelle les forces de sécurité sont en train de se livrer vis-à-vis de nos compatriotes là-bas. Donc c'est une situation qui est extrêmement préoccupante. Nous appelons doublement et le gouvernement camerounais à avoir une réaction proportionnée vis-à-vis de ce qui est en train de se passer par rapport à nos concitoyens. Mais nous appelons aussi le gouvernement de la Guinée équatoriale, d'ailleurs le MRC, à travers son président national, a fait cette sortie à respecter les conventions, à respecter la dignité de nos concitoyens et à ne pas leur réserver le sort qui leur est réservé en ce moment. Ce n'est pas acceptable. Vous ne pouvez pas parler de libre circulation. Nous sommes dans un petit microcosme en Afrique centrale. Ce qui se passe dans tous les autres pays ou dans toutes les autres sphères chez nous, ça devient toujours une affaire un peu compliquée parce que, à côté, les nouveaux Eldorado estiment que les Camerounais sont des envahisseurs, ils vont venir prendre leurs richesses et autres choses. Ça, c'est de la xénophobie qui se passe là-bas et il faut appeler ça comme tel. Donc, ce traitement n'est pas acceptable et notre gouvernement devrait avoir la réaction pour protéger ses concitoyens. Ou alors nos concitoyens qui sont dans cette situation là-bas. Gestion des actifs résiduels de 3 ex-sociétés de l'État par le cabinet Conseil Ato. Le Consulp fait son entrée dans la danse et suspend de signature le cabinet à titre conservatoire. Une suspension. Vous attendiez. Non, je lis, allez-y, je vous dis pourquoi. Vous attendiez particulièrement ce sujet, j'ai l'impression. Alors, une suspension qui a motivé la contre-attaque de Lazare Ato au tribunal administratif du littoral. On part avec vous, Yves Abama. Quel est le regard que vous portez sur l'affaire de la gestion des actifs des 3 ex-sociétés d'État que sont l'Office national de commercialisation des produits de base, l'Office national des ports du Cameroun et la Régie Fercane? Bon, en fait, à titre personnel, je suis un peu triste. Je suis un peu triste parce que ce spectacle-là, nous le vivons depuis des décennies. Hein. C'est depuis un certain nombre d'années qu'on a le sentiment que un certain nombre de choses graves se disent autour de cette gestion-là. Il vous souvient que dans les années, je pense que c'était en 2006 ou 2007, il y a eu un ministre des Finances dans ce pays qui a essayé de regarder cette affaire pour dire, bon, peut-être les choses ne se passent pas aussi bien que ça, mais ça a toujours été compliqué parce que les gens estiment que le cabinet qui gère est
parfois soutenus par certains, parfois combattus par d'autres au sein du même gouvernement, et ça pose des problèmes. Ça ne donne pas la possibilité d'avoir une lisibilité. Même au moment où nous parlons, quand vous lisez la presse, je sais que vous êtes dans ces couloirs-là, vous savez, on vous dit que bon, tel est soutenu par tel est soutenu par tel, et dans toute cette bataille, c'est l'État du Cameroun qui perd. Vraiment, c'est l'État qui paie. Ça me rend triste. Je ne veux pas beaucoup parler de cette question parce qu'il me souvient, j'ai appris la semaine dernière que le même cabinet a saisi le tribunal administratif. Voilà, dont l'histoire est pendante devant le tribunal. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à un moment donné, vraiment qu'on arrête un peu de traire les caisses de l'État, qu'on arrête de jouer avec la fortune publique. Il faudrait que l'action qui a été engagée, par exemple, par le CONSUP, et je rappelle que le CONSUP est dans son rôle, parce que j'ai aussi entendu certains dire que le CONSUP n'avait pas le pouvoir de faire ci ou ça. Il y a un décret, je pense c'est 048 de 97 là, qui donne la possibilité aux auditeurs du CONSUP de faire ce qu'ils ont fait. Donc on essaye de laisser la possibilité que la justice, de façon sereine, regarde cette affaire en prenant en compte les intérêts de l'État du Cameroun, pas les intérêts des particuliers, parce qu'il est inadmissible que pour les intérêts de l'État du Cameroun, vraiment le gouvernement soit divisé comme on l'entend, parce que jusqu'ici, ce sont les supputations. Il est inadmissible que des gens viennent ponctionner le patrimoine de l'État et qu'il soit défendu par certains représentants de l'État. Alors, professeur Kovando, on a ces correspondances du SGPR qui instruisent les membres du gouvernement à mettre fin aux activités du cabinet, à tout concernant la sauvegarde et la gestion des actifs résiduels de ces trois ex-sociétés de l'État. Mais comment est-ce que vous analysez l'entrée en scène du CONSUP? C'est l'élément nouveau, justement. Oui, c'est ce que nous vivons là, c'est ce qui arrive lorsque vous avez au sommet de l'État un monarque qui distribue des postes, et chacun fait de son poste sa petite république et gère donc comme il entend au gré des intérêts de ses poches et de sa famille, et peut-être élargi à ses amis. C'est les conséquences d'une gouvernance où ceux qui l'animent n'évoluent pas en équipe. Chacun étant dans son coin, ça crée donc forcément cette cacophonie. Mais avant cela, il y a quand même des choses étonnantes. Étonnantes en ce sens qu'il y a des sociétés d'État qui ont existé, qui ont été dissoutes, qui sont mortes. Mais qu'est-ce qu'on attend à la suite de la dissolution des structures comme celle-là? C'est la liquidation. Liquider veut dire quoi? Liquider, c'est transformer l'actif qui est en matériel, en bien meuble ou immeuble, en argent, pour que cet argent soit rétrocédé aux successeurs. Et ici, il s'agit de remettre cet argent à l'État après avoir liquidé les actifs. Quelle est cette affaire où, pendant près de 20 ans, on a placé quelqu'un qui, on ne sait pas quel est son statut? Est-ce un liquidateur? Est-ce un nouveau gestionnaire d'une nouvelle entreprise qu'on a mise en place pour gérer les actifs? Ça sonne tellement mal lorsqu'on parle d'un gestionnaire des actifs résiduels, une autre invention de la mafia camerounaise. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Un monsieur qui est parti d'on ne sait d'où, à vrai dire de rien, parce que, me semble-t-il, c'est un huissier en chômage, en attente de charge. Voilà cette gouvernance qui promeut des individus comme ça, qui se retrouvent du jour au lendemain en train de gérer des fortunes évaluées en des centaines de milliards sortis de nulle part. Et il s'agit bien de la mafia parce que nous sommes véritablement là en marge des institutions. Quelle est la nature de ces structures qu'on a mises en place? Est-ce une nouvelle entreprise spécialement chargée de gérer, comme on dit, les actifs résiduels? Cela laisse simplement comprendre que quelque part, des gens ont voulu mettre le doigt dans le pot de confiture, mais comme la distribution n'a pas été bien faite, c'est comme ça dans la mafia. Alors, il y a des dénonciations. On se dit, comme je n'ai pas eu ma part dans cette logique de mapartisme, eh bien, on va dénoncer. S'ouvre alors une guerre de clans au sein
de l'appareil, parce que c'est un appareil essentiellement fait de clans, puisqu'il ne s'agit pas d'une équipe qui est arrivée au pouvoir. Chacun est arrivé en passant par son chemin et se retrouver là du jour au lendemain avec sa petite république. C'est de cela qu'il s'agit. Cette guerre que vous voyez, c'est la même guerre qu'on a souvent vue entre la présidence et le premier ministère, entre le premier ministère et les ministères, parce qu'il faut savoir que dans cette gouvernance-là, il y a un premier ministre bis qui se trouve à la présidence. Il a son gouvernement aussi là-bas, parce qu'à la présidence, vous allez trouver l'équivalent de tous les ministères là qui sont tapis dans l'ombre. Vous êtes dans la caricature, prof. Mais je vous parle de ce que je sais du fonctionnement de cette affaire. Défendez-vous comme vous pouvez, mais c'est de cela qu'il s'agit. Pour dire simplement que ce que nous vivons là, ce théâtre, cette scène à laquelle nous assistons, c'est simplement que le partage a été mal fait. Et chacun prend donc sa parcelle de pouvoir et cherche à l'utiliser pour avoir le dessus. Vous avez d'un côté la présidence de la République avec le contrôle supérieur de l'État. Souvenons-nous que c'est un ministre délégué à la présidence, donc il est du côté de la présidence, qui se sent lésé dans cette affaire et dit « allons aussi mettre le doigt dans le pot de confiture ». Vous avez de ce côté quelqu'un qui a les juges, parce qu'il faut aller devant le juge. Il lui dit « bon, comme ça ne te dépasse pas mon cher atout, puisque c'est un protégé de celui-là, eh bien, je vais utiliser les leviers qui sont les miens. » Il faut attaquer au niveau du tribunal. On aura donc le temps d'appeler le juge, parce qu'aucun juge au Cameroun n'est indépendant, dès lors qu'un juge est nommé. Dès lors que le dossier du juge est instruit pour toute sa carrière au niveau du ministère d'abord, donc du ministre de la Justice, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par qui on sait, qui ne fait que signer quand on lui apporte des choses. Il a donc le pouvoir. C'est le pouvoir contre le pouvoir. Et celui qui est le monarque qui est là-haut, il voit tout ça et il boit son petit lait en se disant, eh bien, battez-vous comme vous pouvez. Tant que vous ne touchez pas mon pouvoir, eh bien, malheur à celui qui s'attaquera à mon pouvoir. Battez-vous, détournez comme vous voulez, battez-vous comme vous pouvez. Que chacun utilise la parcelle, le pouvoir que je lui ai attribué, mais il ne faut pas qu'il y ait ce manque de casse. On dirait que c'est la caricature, mais je le dis ainsi pour que nos téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. Et pour jouer le bon rôle, on va donc chercher qui? Un pantin. À tout. Moins que rien. Avocat, huissier en chômage. Parce que c'est l'homme fragile, l'homme qu'on peut utiliser, le pion qu'on peut utiliser dans cette affaire. Alors, Christian Bassoma, avant Georges Gilbert Barola, qui sera le dernier à s'exprimer sur la question, quel crédit est-ce que vous accordez à la lecture de la nouvelle expression qui voit une bataille de parrains, tout comme le professeur Convendant? On se souvient justement de ce que Lazare Auto a été désigné par Laurent Esso alors qu'il était encore SJPR. Mais c'est justement une guerre de clans, une guerre de la mafia régnante sur le partage des prébendes issues des entreprises publiques qui ont été dissoutes. Parce que je vais revenir un tout petit peu et je vais emprunter les propos du professeur Kouambondo. Comment expliquer que des fleurons de notre économie de l'époque, l'ONCPB, l'ONPC, la régie FERCAM, qu'on confie la gestion des actifs résiduels à un huissier de justice en attente de charge pour des missions qui restent extrêmement floues? Et on vous dit gestion des actifs résiduels. Sur combien d'années? Ces actifs représentent quoi concrètement? Et qu'est-ce qui a posé problème? Vous allez regarder dans la correspondance du consul qu'on a encore cherché à céder un certain nombre d'actifs dans des transactions immobilières qui étaient sans une traçabilité véritablement affirmée au niveau de la lecture des auditeurs du consul. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, en fait, il est question de se partager les prébendes issues de cette organisation autour d'un cabinet qui est sorti de nulle part pour gérer les actifs de l'État et l'argent du contribuable camerounais à hauteur de centaines de milliards de francs pendant toute cette période. Et c'est la seule lecture qu'il y a. Il ne faut pas aller lire dans une boule de cristal pour se rendre compte que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le partage du gâteau. C'est le partage des prébendes issues de la gestion de ces fameux actifs résiduels. Est-ce que
on ne peut pas être dans une situation de liquidation des entreprises qui ont été dissoutes ou des entreprises en difficulté. Pourquoi maintenir ces actifs et en donner la possibilité à un individu de pouvoir en disposer avec des conditions de négociation et des contours et des partenaires souvent qui ne rentrent pas dans le canevas des négociations qui sont lisibles par le Camerounais lambda ou par le juriste lambda. Donc il y a un problème de fond. Et c'est ce problème qu'il faut voir dans cette affaire de Atou. Pour moi, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi on a pu confier à une seule organisation la gestion. Vous vous souvenez quand même que l'ONCPB, l'ONPC ou la régie FIRCAM avaient des actifs résiduels assez importants. Quand on parle d'actifs résiduels, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme patrimoine immobilier, foncier et autres, c'est ça qui va rentrer dans cette... La preuve, le problème aujourd'hui, quand on a voulu céder l'ancien siège de la régie FERCAM, apparemment c'est là où la distribution aurait peut-être été mal gérée ou alors les éventuelles retombées n'étaient pas lisibles pour tout le monde et on s'est retrouvé dans ce chaos actuel qui, pour nous, s'apparente à cette guerre entre des personnes qui tirent les ficelles de l'extérieur. Donc il faut véritablement recadrer cette situation et il faut qu'on arrête cette gabégie, qu'on arrête cette saignée. Parce qu'on ne peut pas imaginer que pendant que les Camerounais sont en train de mourir de faim, qu'ils ne peuvent pas se soigner, mais qu'on a quand même des actifs qui devraient rentrer normalement dans les caisses de l'État, mais qui sont partagés par un certain nombre de nos compatriotes, ou placés ou non, avec le saupoudrage à travers un cabinet qui n'a existé jusqu'à maintenant que par les missions qui lui ont été confiées dans le cadre de cette action. Donc c'est une mafia d'État et il faut la dénoncer et il faut que cela s'arrête. Il faut que l'argent du contribuable, l'argent qui revient à l'État du Cameroun à travers la liquidation ou la gestion ou la cession de ces actifs rentre véritablement dans les caisses. Et que ceux qui se sont rendus coupables, comme l'a dit, d'avoir plongé le doigt dans le pot de confiture, qui puissent véritablement répondre de leurs actes. Georges Gibet Baola, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'affaire du cabinet conseil Ato? Leïla, au début, hein, on situe, tu as fait un papier orienté. Tu ne peux pas parler d'une suspension sous le régime conservatoire. Une suspension qui sort d'une commission statutaire ne peut pas être sur la mesure conservatoire. C'est un papier orienté, je vous le dis. Vous savez, je suis très mal à l'aise quand les gens parlent des choses parfois qu'ils ne maîtrisent pas. Qui a donné le mandat à tout? Nous savons. Nous ne pouvons pas continuer dans un pays où vous avez des difficultés, vous les plus jeunes. Moi, j'ai 60 ans passés, aujourd'hui. La bataille qu'on fait, c'est pour vous, c'est pas pour nous. On s'en va déjà. Dans 10 ans, je ne pourrai pas avoir les mêmes forces. Les gens s'asseyent sur la fortune publique de nos parents et se mettent à faire et écraser les dîmes additionnelles. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que les gens cherchent dans ce pays? Les problèmes, vous voulez qu'on devienne comme le Rwanda ou quoi? Première des choses, le débat n'est même pas au niveau de qui gère. C'est Maître Migny à l'époque, actuel sénateur, donc, qui est à l'origine de la gestion avec Maître Epassi, de la gestion du passif, de l'ONCPB, la RIGE FECAM et autres. Il y a un torse, pourquoi? Parce que Maître Atou travaille avec eux. Et Maître Atou s'en rend compte qu'il y a un certain nombre de choses. Éponge est faite. Il ne faut pas qu'on crie. Maître Atou prend cette session en allant dire voilà, moi je peux. C'est comme ça que ce petit frère arrive dans cette affaire. Où est passé Maître Migny, notaire, qui a qualité de gérer? Parce qu'un huissier ne peut pas gérer. Absolument. Accompagné d'un avocat. Nous connaissons les gens qui ont pris les immeubles de l'eau de ce patrimoine, qui ont détourné ce patrimoine, qui sont même morts. Je suis le premier Camerounais à avoir dénoncé l'histoire de la titrisation du patrimoine financier de notre
de notre régime. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens veulent souvent, comme ça, vouloir nous amener à ne pas comprendre un certain nombre de choses. Ces immeubles seront rapatriés dans le parc de l'État. Personne, je le dis aujourd'hui. Et je voulais dire au petit frère Ngongo, restez sous cette position. Tu as mon soutien. Il a eu le courage de dire, mais il faut qu'on regarde ça. Il faut qu'on regarde ça. Et il a sollicité l'expertise d'une commission. Et sur haute instruction du chef de l'État qui veut savoir, mais les biens de l'État, on ne paye pas les ayants droit. Le dossier est toujours finance tous les jours. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé les télévisions. On a trouvé les entreprises dans les maisons qui pouvaient créer de l'argent. Je parle pour que les gens du quartier écoutent. En train d'être reversés dans les poches des gens. Il y a une télévision qui se trouve ici, à Bonanjo, en face de la direction du Tradex. Je ne donne pas le nom. Vous êtes dans le régime des journalistes. Ils paient le loyer. Au sortir d'ici, allons-y, je vous montre, voici ça. Cette télévision est à Yaoundé, elle a une antenne à Douala. Je connais un directeur de publication qui habite dans le passif. Mais c'est incroyable. Mais je ne comprends pas où les Camerounais veulent la guerre dans ce pays, je ne comprends pas. Même quand on les prend les mains dans le sac, ils veulent toujours justifier. J'ai suivi le professeur venir dire, machin. Nous avons un problème de collecte dans les 10 régions. Le NCPB avec quoi? Toutes les antennes sont passées jusqu'à l'extérieur. Il y a la petite sœur de quelqu'un qui a été rapatriée. Elle ne pourra pas nous dire ça. Elle va dire qu'elle n'a pas suivi cette information. Du côté des États-Unis, qui gérait le passif. Une institution, quand vous êtes à la montée de Anne Rouge, prenez à droite. Vous allez trouver une microfinance là-bas. Vous êtes en face du marché central. À l'ancien. Je ne vous gêne pas, j'espère. Non, non. Parce que je vois où j'excuse. Non, non, non. Bon, okay. Donc, au marché central, en face. Vous comprenez? À l'entrée du marché central, il y a une microfinance là. Mais on va où avec ça? Mais ça crée plutôt des foyers d'hostilité. Atout n'est pas le premier. Quand on reçoit, à quel titre on reçoit la requête d'Atout? Il est mandataire, il est qui? Son cabinet a-t-il un statut? À Douala ici, je connais les maisons. En d'autres termes, vous confirmez la thèse de la nouvelle expression qui voit une bataille entre les parrains. Non, ce n'est pas une bataille. Je veux dire, si jusqu'ici, à toi pu tenir, ça fait quand même plus de 10 ans que cette bataille, que cette guerre... Non. Là, ce n'est pas... Il ne tient pas parce que c'est parce que les vrais prébendiers sont dans l'ombre. Parce qu'en fait, ils créent cette querelle pour nous. C'est un dilatoire. Parce que Atout, normalement, a posé des actes au nom d'une institution intitulée personnelle. C'est le cabinet Atout qui n'a pas un mandat public. D'expertise comptable en plus. Mais il n'est pas expert comptable. Bon. C'est des montages mafieux. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Atout là ne peut pas prospérer. Parce qu'il y a un problème. Il gère l'immeuble Shell. D'accord? Il gère d'autres entités. Où est passée la commission de liquidation gérée par Bassoro? Dans les mêmes attitudes, on a failli vendre Cantel. À l'époque, c'était un tel camp. Donc, ça veut dire que les gens s'asseyent sur les biens publics, font ce qu'ils veulent et achètent un certain nombre de personnes pour venir créer du dilatoire. Aujourd'hui, je le dis, le secrétaire général, ministre d'État, le courage qu'il a eu est à féliciter. Parce que les gens doivent arrêter. D'accord? Maintenant, si la commission, vous voyez, elle m'arrête déjà. Jean-Gilles, tout le monde peut parler. Non, Jean-Gilles, vous avez la parole. Non, soyez honnête. Je suis élégant, je suis élégant. Non, vous avez la parole depuis plus de 5 minutes. On ne refuse jamais rien à une dame. Mais laissez-moi chuter. Oui, chuter justement. Pourquoi on parle du dernier sujet? Parce que les téléspectateurs, qu'on nous mette le temps. Voilà, qu'on nous mette le temps. Voilà, donc je suis déjà à la chute. D'accord. Pour dire, l'histoire de Atout n'est que le déterminatif des prébendiers qui ont pris en otage le patrimoine étatique. Et on les connaît.
Mais je les rassure d'une seule chose. Vous n'irez nulle part avec cela. Comme je fais un emprunt maintenant, vous allez restituer. Vous montez, même si c'est générationnel. En mourant, nous, on va laisser les testaments à nos enfants que les voilà. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que je suis en posé comme acte. Et aujourd'hui, comment on peut aujourd'hui dire qu'il y a un problème autour du cabinet à tout? L'État a suspendu à travers une institution qui a mené une enquête. Sa requête sera irrecevable du fait qu'il est d'abord une entreprise privée. L'État va lui poser 2 questions. Vous avez dit qu'on vous a donné mandat à quel titre? Deuxième chose, vous avez des éléments de réponse. Vous êtes imposable sur quel régime? Vous payez le fisc à quel niveau? Troisième chose, c'est un petit frère. D'accord? Troisième chose, il y a le marché de Bonatebo, c'est qui est en face du port. Vous avez fait comment? Il y a quelques jours, j'ai les copies. Les problèmes ont commencé dans un cabinet notarié. C'est pour cela que le problème ressurgit maintenant. Les gens ressortent déjà les dossiers. À tout est un feu de paille. Mais il faut faire attention. Chacun est obligé de répondre face à la loi. C'est une mafia organisée alors. Et la mafia n'est pas organisée. La mafia, c'est que on fait croire que c'est le chef de l'État qui était autour de ça. Parce qu'il y a des gens qui se sont assis et on dit, bon, personne n'ira demander au chef de l'État. Mais si vous savez que les gens falsifient, je n'ai pas dit dans le cas d'Atout, les armoiries du chef de l'État pour faire croire, comme quelqu'un nous avait dit, je n'ai plus son numéro, je ne rends plus compte au chef de l'État. J'ai fini. Et vous sortez de cette émission, on reparle de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec l'explosion à l'université de Boya et l'assassinat de la petite Brandy à Bamenda cette semaine. Yves Abama, quelle est la lecture que vous faites des derniers événements autour de cette crise? Donc, forcément, une lecture triste, hein? Une lecture triste parce que après la petite Caro, c'est une autre petite fille qui est tombée. On va y aller rapidement. Voilà, et vous avez suivi la sortie du DGSN qui a bien détaillé le mécanisme, l'histoire. Et ce qui a attiré mon attention, comme dans le cas de la petite Caro à Buea, c'est l'incivisme de certains Camerounais. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais qui se prennent pour des dieux. Et je me dis, avec ce genre de personnes, imaginez qu'on leur donne la présidence de la République de ce pays. Je vous assure, on aura la taxe sur la respiration de l'air. Vous vous rendez compte qu'un directeur d'une microfinance est interpellé, un directeur, je ne parle pas d'un citoyen lambda, il est interpellé, il refuse de s'arrêter au contrôle. D'accord? Vous êtes dans une zone difficile. Vous arrivez à un checkpoint. On vous demande de vous arrêter. Responsable que vous êtes, vous refusez de vous arrêter. Je n'excuse pas la bavure du policier. D'accord? Je n'excuse pas sa bavure. Mais est-ce qu'à notre niveau, dans ce pays, chacun de nous, pris individuellement, fait ce qu'il faut faire avant de penser aux solutions? Parce que je sais que nos amis collapsologues de l'opposition vont nous dire, voilà, il faut mettre un thème, il faut. Regardons d'abord les faits. Est-ce qu'il y a des choses qui se font là-bas qu'on aurait pu éviter? Je dis oui, on aurait pu éviter ça. Massoma, la sortie du délégué général à la Sûreté nationale, comment est-ce que vous l'appréciez? Il a reconnu lui-même la bavure de son élément qui, selon effectivement son communiqué, est aux arrêts pour exploitation et autre chose. Ce qui veut dire que on reconnaît, on utilise désormais dans la terminologie au Cameroun, c'est un tir par inadvertance. Il y a beaucoup de choses pour justifier cela. Mais le problème de fond, c'est que ce genre d'événement risque de se reproduire si on ne trouve pas une solution au problème qui s'oppose, qui est le véritable nœud gorgien de tous ces dommages collatéraux auxquels nous assistons. Donc on ne va pas redire les mêmes choses tous les jours pour des personnes qui sont totalement sourdes, c'est-à-dire les amis de Abama. Je pense que quand on parle la solution c'est quoi? Alors que nous sommes en Monsieur train de Massoma, la proposer solution c'est quoi? On vous a déjà proposé 10 000 fois la solution. Et c'est quoi la solution? Discuter du problème anglophone, pas simplement... Arrêtez avec ça. Il y a eu le grand dialogue national. On a discuté. Ne cherchez pas à résoudre le conflit au Nozo. Parce que le conflit est la résultante du problème anglophone. Il y a un problème d'abord.
Et dans le camp, problème le problème dans le politique. camp. Donc vous ne pouvez pas penser que vous allez juste rentrer dans le domaine sécuritaire et oublier le problème. Il faut d'abord sécuriser la zone. On doit la sécuriser. On ne peut pas ne pas passer par là. Je vais la sécuriser. En cherchant à sécuriser, en évoquant votre fameux grand dialogue national, je crois que 2 années après, vous vous rendez compte de l'échec pathétique. Et je comprends que cette crise vous fait exister. Hein. C'est un de vos carburants politiques. Nous avons un projet politique, nous sommes un parti qui est fort, votre et un parti qui s'assume. On n'a pas à vous justifier quoi que ce soit. Continuez à chercher votre strapontin tranquillement. Ah là là, je veux dire que tout cela est gênant et j'ai envie de, simplement, comme on n'a pas beaucoup de temps, d'envoyer un message aux entrepreneurs de la guerre, ceux qui estiment que la paix... Ils sont ici, hein. La paix, il y a un parti qui a assisté à une réunion en Allemagne. Il faut acheter les armes. Demandez à mon voisin. La résolution du problème du Nozo passera par les armes qui crachent le feu et la mort. J'ai envie de dire à Famille Ndongo, pourquoi ils envoient vos enfants à l'ENAM? Envoyez-les à l'EMIA pour aller combattre là-bas. À M. Sadi, ce n'est que l'ENAM, vous avez vu, pour être préfet, envoyez vos enfants là-bas. Et comme vos enfants sont préfets et sous-préfets, envoyez-les là-bas pour qu'ils aillent mener cette guerre que vous aimez tant. Georges Gilbert Baola, on a eu la petite Carole Louise le 14 octobre et puis le 12 novembre, on a la petite Brandie. Est-ce que cette drame vous touche? Oh, c'est un drame qui me touche principalement parce que, en fait, je suis le premier président de parti qui connaît l'histoire de la Nozo. Je suis allé au moment où les gens n'y allaient pas. Quand ça a pris corps là-bas, nous allons passer les images désormais dans les réseaux sociaux aussi. Apparemment, quand on fait beaucoup de tam-tam dans ce pays, c'est là où on est respecté. Hein, donc c'est un peu ça. Nous aussi, on va vous dire que bon, voilà ce que le Parti républicain fait. Et cela pourra être paraphé par un grand professeur comme le professeur Nkou, comme un témoignage. Donc, non, mais je vous aime bien. Vous dire que vraiment, je suis tout cuit avec, je vous dis, il va falloir que ce problème s'arrête. Ceux qui entretiennent la guerre se disent qu'ils ont quelque chose à gagner. Ceux qui sont des partisans des armes et utilisent des armes à feu contre les citoyens pensent qu'ils gagnent quelque chose et que les citoyens fassent un peu plus attention. Nous sommes dans un pays là où il y a le transfert et la grande mutation politique. Dans toutes les nations où il y a les grandes mutations, les dernières sont très dangereuses parce que tout est fait pour manipuler l'opinion. L'autre tire, l'autre donne le coup de poing, l'autre fait ceci, l'autre manipule, l'autre vient dire aux journalistes, dit comme ça. Et c'est très important. Restons vifs, vigilants, parce que les ennemis de la République sont peu et nous sommes nombreux qui défendons cette République. Et d'ailleurs, dans l'histoire de cette jeune fille et de ce policier, elle est récidiviste. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Je ne sais pas si c'est devenu une histoire maintenant de professionnalisme, il faut tirer sur tout le monde, et c'est ça. D'abord, la première des choses, il faut que le fonctionnaire de police soit réprimé. Pour moi, il n'y a rien à faire. Il y a un sursaut républicain, il y a une manière. Avant de tirer, vous pouvez annoncer, vous pouvez faire des mises en garde. Il n'y a pas urgence dès lors qu'il y a un premier contrôle, il y a un second contrôle. Le poste de contrôle n'était pas le dernier. Quelle est cette histoire où on peut tirer sur ces gens? Vous pouvez sommer et appeler le second pour lui dire il y a quelqu'un qui est en train de prendre la fuite. Est-ce que vous êtes là pour sauvegarder ou bien pour... Parce que les gens ne comprennent pas. Prendre ma chasse. Hein? Donc il faut éviter ça. Et je voulais chuter simplement en disant que comme aux États-Unis, merci Léla de m'avoir donné cette occasion de dire que comme aux États-Unis, je serai le fils du chef d'État qui sera aussi président. Merci Georges Gilbert Baola d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci à vous, professeur Foubondom. Merci Christian Massouma, merci Yves Abama. Je ne saurais terminer cette émission sans adresser mes sincères excuses à Paddy Assanga qui devait être avec nous. Malheureusement, pour une question de logistique, on n'a pas pu l'avoir avec nous en plateau. J'espère que dimanche prochain, qu'on pourra l'avoir. Sinon, j'espère également qu'on pourra s'entretenir après cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30, voilà. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30, on se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche.